les antipodes. Eh bien, bonsoir Twitch, bonsoir le podcast. Je suis Yop et vous écoutez le Rendez-vous de l'étrange, épisode 16. Et je suis en compagnie de Dan. Salut Dan. Bonsoir à tous, bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté surtout. C'est trop cool de t'avoir. Il n'y a pas de quoi. Il y a toujours, quand il y a une bonne raison de raconter des histoires, je suis toujours présent. Sachez-le. Et bah c'est tant mieux. Surtout que, a priori, ton histoire, tu l'as préparée depuis pas mal de temps. Là, Tout à fait. Ça fait des semaines et des semaines que t'es prêt pour ce rendez-vous. Pas trop exagéré non plus. J'espère que je serai à la hauteur d'une certaine Xara Molly. Qui pour moi, comme je l'ai dit, c'est le duo parfait du rendez-vous de l'étrange. Xara Molly, elle est très forte parce qu'elle a besoin de très peu de préparation. Je sais pas comment elle fait. Elle lit plein de choses. Elle se renseigne beaucoup, tu vois, elle regarde beaucoup de documentaires. Et puis après, elle arrive à en parler pendant un quart d'heure, 20 minutes, sans trop de notes. Quand on est passionné, de toute façon, il n'y a pas de mystère. Carrément. Avant de commencer, je voudrais quand même remercier ceux qui ont rejoint la communauté sur Patreon depuis le dernier épisode. Merci Madame Brioche, merci Ophélie, Kevin, Linda, Sophie et Nathan. Et merci aussi à Rémi, Raven et Rildo, que je remercie à chaque épisode parce qu'ils ont choisi le palier RDV Ultra. Ça, c'est le palier des beaux gosses, tu vois. Ça les propulse en tant que producteurs des épisodes. Et ce que tu as oublié de dire, c'est que donc, en souscrivant à ce palier-là, ils deviennent immortels. Ils deviennent immortels. Alors normalement, voilà, ils rajeunissent aussi. C'est ça, voilà. Ouais. Plus de vigueur, immortalité et de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Exactement. Donc n'hésitez pas. C'est franchement, pour ce que ça apporte, c'est pas si cher que ça. C'est vrai. Ouais. Bon, je pense qu'on va pouvoir attaquer. Tu veux nous parler de quoi, Dan, ce soir ? En fait, c'est par rapport à une discussion qu'on avait eue, alors je sais plus si c'était sur un rendez-vous de l'étrange ou autre sur le Discord, où quelqu'un avait proposé de faire un dossier sur la colonie de Roanoke. Et du coup, moi, ça m'avait bien plu parce que c'est une histoire que je connaissais pas autant que ça, à part sur certaines séries télé ou dans des bouquins ou dans des comics ou dans plein de choses comme ça. Donc du coup, j'ai fait un petit dossier sur la colonie de Roanoke. Alors, comme on a dit, bien sûr, ça a été déjà traité plusieurs fois, mais moi, je l'ai pris plus du côté un peu historique, légende, et pas trop côté ça fait peur, voilà, parce que c'est pas forcément ça. En fait, on va s'en rendre compte. Il n'y a pas vraiment de côté horrifique dans cette histoire. Mais c'est vrai que la culture populaire en a fait quelque chose de très glauque, de très horrifique, alors que pas du tout. Mais vous verrez vraiment, il y a des petites surprises, des petites subtilités très plus proches de la légende que du conte horrifique. Ok, très bien. Et moi, je vais vous parler de lettres anonymes qui ont touché les habitants d'une petite ville dans l'Ohio pendant plusieurs décennies. Il reste encore beaucoup de mystères dans cette affaire. Peut-être que tu en as déjà entendu parler des lettres de Circleville. Ça me dit quelque chose. Ouais. Ça dénonçait des gens. Enfin, oh là là. Allons-y doucement. Je vais peut-être pas trop poser de questions maintenant. Pas trop de spoil. Non. Point, pas de ça chez nous. Ok. Alors ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit sondage pour savoir qui va commencer, si ça te va. Avec plaisir. Ou on peut faire un truc à main levée, non ? Ouais, on peut tenter. On peut tenter. Alors, attends, je suis pas sûr 3, que... 4, 5, 6... Et là, ça vote à fond pour que tu commences, Dan. On est à 10 à, 10 à 2. Il reste encore quelques secondes, là, mais là, je pense que... Bon, du coup, il faut que je fasse quelques recherches sur Internet, et je suis à vous. J'en ai pour 30 minutes. Et pour une petite trentaine de minutes, mais tout va bien se passer. Eh bien, écoutez, le vote est terminé, et on a un 12 à 2. Moi, là, j'ai clairement... désolé. J'ai perdu... non, mais face à toi, en même temps, Dan, qu'est-ce que je fais ? Non, mais ça n'a rien à voir. Attends, je ne suis qu'un guest. Vous êtes l'hôte de ces bois. Donc, écoute, je pense que les gens sont prêts. Bien, parfait, puisque le coup près est tombé, nous allons donc parler de la colonie de Roanoke. Alors j'espère que je le dis bien, parce que de base c'est quand même un mot de la langue amérindienne, donc peut-être que ça se prononce pas du tout comme ça, mais c'est comme ça qu'on va le prononcer, je pense, parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc la colonie de Roanoke, sur l'île de Roanoke, donc ça porte le nom évidemment, puisque c'est sur une île, se situe dans la Caroline du Nord actuelle.
Et ce fut le tout premier établissement anglais en Amérique financé et organisé par Sir Walter Raleigh pour le compte d'Élisabeth Ier d'Angleterre, que l'on appelait la Reine Vierge. Donc c'était le petit surnom de la première Élisabeth, donc première reine d'Angleterre. Et tout ceci se passait dans les années 1580. Au tout début, 2 groupes de colons essayèrent d'y habiter, donc sur l'île. Le deuxième a disparu après 3 ans, sans approvisionnement, arrivant d'Angleterre. C'est pourquoi l'île s'appelle l'île de la colonie perdue. Donc là, c'était un petit résumé. Maintenant, on va voir étape par étape comment est-ce que ça s'est passé et de comprendre aussi que ça n'a pas été facile, tant pour les colons que pour les natifs en fait, de l'île de Roanoke. Alors voici donc le contexte. Après le demi-échec de Humphrey Gilbert pour s'emparer de Terre-Neuve, en 1583, qui, entre parenthèses, est une grande île située au large de la côte atlantique de l'Amérique septentrionale. Alors ça, par contre, j'avoue, j'ai pas fait de recherche, parce que Amérique septentrionale, je crois que ça regroupe un peu différentes parties des États-Unis actuels. On parle, là, tout ce que je vais dire, en fait, c'est vraiment les coins américains actuels. Donc avant, ça ne s'appelait pas, bien sûr, ça s'appelait pas la Caroline du Nord. Et tous les noms, en fait, c'est venu beaucoup plus tard. Mais Terre-Neuve, c'est pas canadien ? Exactement. Car elle fait donc partie du territoire de la province canadienne de Terre-Neuve et Labrador. Donc c'est comme ça que je crois que ça s'appelle. Est-ce qu'on a des Québécois parmi nous ce soir ? Ah, et Terre-Neuve, c'est pour ça qu'on a une race de chiens qui s'appelle les Terre-Neuve ? Je pense que ça a dû arriver, en fait, en même temps, dans les bateaux, quand ils ont commencé à colonialiser toute cette partie en fait de l'Amérique. Alors donc le demi-frère de Walter Raleigh, qui est le favori de la reine, obtient le 25 mars 1584 une charte pour tenter de s'implanter au nord de l'actuelle Floride espagnole. Walter Raleigh envoya en éclaireur une expédition menée par les capitaines Philippe Amadas et Arthur Barlow. Les 2 capitaines donc ont écrit des journaux de bord qui fournissent un récit détaillé de ce voyage. Tout d'abord hésitant à s'engager dans le détroit de Floride, la flottille doubla par le Cap Fear. Alors comme son nom l'indique, Cap Fear, en français le Cap de la Peur, c'était vraiment une sorte d'estuaire qui était très 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 raccourci, avec des espèces de rochers qui sortaient de la flotte, avec des mers qui étaient un petit peu énervées. Et là on commence déjà à avoir un petit aperçu de ce qu'est la colonisation de ce secteur, avec la nature qui est déjà hyper hostile. Ouais. Et donc du coup, c'était vraiment hyper compliqué avec les bateaux de l'époque de s'y aventurer, sachant qu'à l'époque, les bateaux n'étaient pas conçus pour ça, et qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient trouver et en mer et sur l'île. Donc ils ont dû faire comme ils pouvaient. Donc le Cap Fear est une route pour se rendre sur la Floride actuelle espagnole. Et donc c'est une route qui est assez dangereuse et qui laisse présager une suite malheureuse. Donc le bateau accoste dans l'île de Roanoke, une île de l'archipel côtier des Outer Banks. C'est une mince bande de sable étirée sur 320 km de long des côtes des États de Caroline du Nord. Ils y arrivent en fait le 5 juillet 1584. La taille de cette île, donc l'île de Roanoke, fut estimée à 20 miles de longueur, soit environ 30 km, et 6 miles de largeur, ce qui fait à peu près 10 km. Donc on se rend compte quand même que c'est une île qui est, on va dire, entre guillemets, à taille humaine. Parce qu'on peut vraiment, on peut vraiment faire... on peut en faire le tour, quoi, à pied. On peut faire le tour, voilà, à pied, et sans avoir après ni de chevaux, ni quoi que ce soit. Encore une fois, ils ne le savaient pas, mais dans leur cargaison, ils n'ont pas apporté tout ça, en fait. Ils ont vraiment pris le strict minimum. Donc les 2 explorateurs, Barlow et Amadas, ramènent en Angleterre, après leur visite, leur première visite, et il y en aura beaucoup d'autres après, leur première visite de l'île de Roanoke, ils ramènent avec eux 2 Indiens algonquiens, de la tribu des Powhatan. Donc avec eux, ils espèrent en fait apprendre un peu la langue, apprendre les us et coutumes pour pouvoir renvoyer ensuite une autre colonie pour avoir plus de facilité en fait et plus de possibilités de dialogue avec les natifs en fait de l'île. Ce qu'ils en retirent aussi, c'est que l'abondance de la région leur fournirait beaucoup de bois, des fruits, des poissons, et ça donne à Raleigh l'idée de lancer une seconde expédition, cette fois pour coloniser cette région, baptisée la Virginie.
Donc c'est la Virginie actuelle, en hommage à Élisabeth Ier, donc comme je vous dis tout à l'heure, qui s'appelait la Reine Vierge. Donc c'était Virgin, voilà, la Virginie, Non, ouais. qui, voilà, c'est Virgin, donc vierge, pour la Reine Élisabeth Ier. Ah, ok, c'est bon à savoir. Et tout ça, je pense que c'était vraiment des hommages. Et c'est vrai que quand on regarde bien, il y a la Caroline, la Virginie, Ouais. il y a plein de noms comme ça, souvent de femmes. Et je pense que c'était dû, forcément ça, dû à des personnages historiques de toutes sortes. Donc, après donc, ce désir de retourner, Raleigh envoie une flottille de 7 navires commandés par Richard Grenville, qui quitte Plymouth, une ville côtière dans le comté de Devon en Angleterre, en avril 1585 avec 600 hommes à bord. Donc là, on ramène un peu plus de monde. Comme ça, on se dit, c'est bien, ils vont pouvoir aider. Ouais. Donc voilà. Après une escale à Porto Rico, les Anglais arrivent en Caroline du Nord en juin. Grenville fait bâtir un fort avant de repartir pour l'Angleterre. Donc c'est toujours pareil. On dépose, on s'en va, on va rendre compte à la reine, on demande plus de moyens et on repart. Ok. Mais évidemment, tout ça, à chaque fois, ça prend des mois et des mois, puisque je vous le rappelle que le bateau, c'est pas l'avion. Par manque de vivres, il ne laisse sur place qu'une centaine d'hommes. Donc il ne voulait pas risquer non plus que tous ces hommes meurent de faim sur l'île. Donc il n'en laisse qu'une centaine. Il ne laisse sur place, donc une centaine d'hommes, sous la direction de Ralph Lane, donc c'est un de ses collaborateurs sur le bateau. Tous les hommes explorent la région vers le nord à la recherche de mines ou d'un passage vers le Pacifique. Mais leur plus grande découverte est la baie de Chesapeake. Alors c'est vraiment une baie qui est assez intéressante parce qu'elle a été le théâtre en fait de la guerre, la guerre d'indépendance. Donc Chesapeake, ça a été vraiment, c'est une espèce de bande de sable qui a été vraiment primordiale pour la guerre d'indépendance. Encore une fois, notez bien, on est toujours dans la guerre, Ouais. dans les choses qui sont très très négatives et qui tournent toujours autour de cette île de Roanoke. La situation se tend avec les Amérindiens natifs au cours de l'hiver 85 à 86, donc 1585-1986. Ceux-ci, ayant épuisé leurs réserves, ne peuvent bientôt plus échanger de nourriture avec les colons. Donc on comprend là qu'il y a des échanges en fait entre les colons et les Amérindiens, et que c'est leur seule façon, puisqu'ils ne comprennent pas la langue ni l'un ni l'autre, c'est leur seule façon de rester plus ou moins un peu on va dire entre guillemets, entre relations. Et là, on commence aussi à voir qu'il y a un climat très anxiogène, très agressif qui commence à se développer. Surtout que les hivers dans ces contrées-là sont très rigoureux, très très froids. Donc ça devient très très compliqué rapidement. Donc ils ne peuvent plus échanger pas de nourriture avec les colons. Craignant un assaut général, Lane décide d'attaquer préventivement les villages des autochtones en juin 1586. Et dans le doute, quoi. Évidemment, on est humain, on a peur de l'autre. Nous, on a des flingues. Eux, ils n'ont pas de flingues. Ouais. Ils peuvent nous attaquer, ils sont sur leur territoire. Nous, on n'a pas l'habitude de toutes ces températures, de tout ça. On va les attaquer. Donc voilà, encore, tout ce côté tension, tout ce côté... on veut montrer qu'on est les plus forts. Après, c'est triste à dire, mais c'est le principe du colon, quoi. Il arrive, il doit essayer de s'imposer. Et donc, voilà, c'est très, très tendu. Suspectant Wingina, le chef des Roanoke, de chercher à s'allier avec certaines autres tribus pour les attaquer, les Anglais le firent prisonnier puis les relâchèrent, gardant cependant son fils en otage. On est au début d'une tension très forte entre les Amérindiens et les colons, et on ressent le début d'une haine envers les envahisseurs venus d'Angleterre. Mais tu m'étonnes. Donc c'est vraiment des deux côtés. Ouais. Et effectivement, oui, on comprend parfaitement que ils étaient bien tranquilles, et d'un seul coup, il y a des gens qui arrivent. Surtout que ce qu'on dit pas, en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de maladies aussi qui sont arrivées avec les colons, des maladies qui n'étaient pas en fait connues des Amérindiens et qui ont commencé un petit peu à terrasser quelques tribus. On appelle ça le cancer du côlon. C'est voilà, très bon jeu de mots. Et là, on parle du côlon, pas de l'organe, de la personne qui vient s'installer. Le fort se trouva donc assailli par les Indiens Roanoke, mais les colons réussirent à les repousser, causant en même temps la mort de Wingina, donc le chef des Roanoke. Ce qui n'arrange en rien en fait leur situation, et du coup, tous les Indiens de Roanoke se sont un peu offusqués de la mort de leur chef. Donc voilà, ils gardaient toujours en fait le fils avec eux. Une semaine plus tard, Francis Drake, petit aparté, est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? Oui. Uncharted. Et ben voilà, tout à fait. Donc Francis Drake est né en 1540 à Tavistock dans le Devon en Angleterre, et c'est un corsaire. Alors un corsaire en fait c'est une sorte de pirate mais qui est mandaté par la reine
pour justement s'occuper de toutes les basses besognes en fait qui peut se passer en mer. Et donc dans Uncharted, le héros qui s'appelle Nathan Drake serait son descendant. Donc je sais pas, je pense que c'est faux, hein, c'est le personnage qui et voilà, il a ce petit côté un peu roublard, un peu voleur sur les bords. Donc Drake, de retour d'une opération contre les Espagnols, qui étaient à l'époque leur principal adversaire sur la recherche en fait de pays à conquérir, donc de colonisation, pardon, ce sera plus simple comme ça. Donc c'était les Espagnols à l'époque. Voilà, donc il arrive sur l'île de Roanoke avec des vivres. Donc il essaye quand même, il arrive un peu en sauveur. Donc Lane décide alors de profiter de la venue de Drake pour rentrer en Angleterre avec tous les colons. En juillet 1586, Grenville revient avec des renforts, donc c'est la 3e incursion sur l'île, et trouve le site abandonné. Il faut savoir que la communication entre les différents navires à l'époque était plutôt bof, on va dire. Il laisse néanmoins sur place une quinzaine d'hommes face à une population amérindienne hostile. Mais on va dire qu'une quinzaine d'hommes bien cachés dans une forêt, ça sera toujours plus facile à supporter pour les Amérindiens qu'un village entier avec des colons. Oui. Pour autant, l'année passée sur ces rivages leur permirent de livrer une étude détaillée du pays et de la langue des Algonquiens. Grâce à leurs 2 Amérindiens ramenés, donc c'est les Amérindiens dont je vous ai parlé au tout début de l'histoire, ils ont appris donc à parler la langue, une des langues, parce que bon, il y avait plein de tribus avec plein de langages différents, et là ils ont appris donc à parler l'algonquien, qui était, je pense, la langue qui était le plus proche du village en fait à Roanoke. Donc grâce aux 2 Amérindiens ramenés et au graveur John White qui a livré les premières planches, donc le graveur qui faisait les dessins, un peu tout ce qui était topographique, qui a dessiné les premières cartes de Roanoke et qui a en même temps illustré la vie des Indiens d'Amérique du Nord. Donc il a dessiné des plantes, donc on a su quelles plantes étaient bonnes à cueillir, lesquelles étaient dangereuses, les différents, en fait, parce que chaque tribu aussi avait leurs propres plumes, leurs propres coiffes, leurs vêtements, tout ça. Donc il a tout dessiné et il faisait passer ça aux autres pour commencer un peu à s'imprégner de la vie des Amérindiens et pouvoir en même temps discuter plus facilement avec eux. Les colons rapportèrent aussi en Angleterre l'usage de la plante réputée médicinale, attention, le tabac. Alors moi j'ai marqué entre parenthèses, voilà, bravo l'idée du siècle. Et attention, c'était pas tout, parce que je pense que là c'est encore le pompon, ou comment on dit, la cerise sur le gâteau. Ils ont ramené aussi le sassafras, qui est une plante qui sert, accrochez-vous bien, soit à épaissir des sauces en cuisine, soit à faire de la MDMA. Ah. Vous choisissez. Okay. Voilà, c'est au choix, c'est où vous faites une petite sauce, ou vous laissez des gens dans un piteux état. Mais je ne suis personne pour juger. Voilà, donc la MDMA, qui, on le rappelle, est une drogue, un psychotrope, je crois, qui est assez puissant, qu'on obtient donc avec le sassafras, qui est une épice, donc voilà, qui est un peu, qui va un peu comme on peut dire de la maïzena, grosso modo. Okay. Pour ceux qui font de la cuisine. Pour les autres, vous savez ce que c'est que la MDMA. En 1587, Raleigh organise une nouvelle expédition, la 4e. Il décida que la future colonie devait être établie un peu plus au nord. Donc, après toutes ces études, le nord était plus enclin à les accueillir. À l'intérieur des terres, signe que l'objectif n'est plus d'établir une base militaire, mais de fonder une colonie de peuplement. Parmi les 110 colons qui ont été sélectionnés pour venir s'installer sur l'île, il y avait 91 hommes, donc surtout des fermiers et des artisans, évidemment, puisqu'on ne va pas faire venir des bureaucrates ou des administrateurs ou des gens comme ça pour créer une colonie dans un lieu un peu hostile. Donc on va ramener vraiment des gens qui peuvent apporter quelque chose sur ces terres qui sont fertiles, hein, qui sont vraiment hyper fertiles. Donc ils ont chacun 200 hectares de terre dans la baie de Chesapeake, ouais, pour pouvoir justement faire évoluer et cultiver pour ne pas demander aux autochtones la nourriture et tout le reste. Et ils font aussi venir donc seulement 17 femmes et 9 enfants à bord. 17 femmes, 91 hommes. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt sur quelque chose ? Est-ce qu'ils n'avaient pas prévu de rester longtemps ? Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient peut-être mariés ? Ils ont peut-être fait venir certaines femmes qui étaient avec des gens plus jeunes et laisser les maris plus vieux partir tout seuls. Ça, je ne sais pas. Et 9 enfants, donc peut-être pour avoir de la main-d'œuvre un peu plus tard. Voilà. Donc John White, qui avait vécu dans la première colonie de Roanoke, est nommé chef de l'expédition, puisqu'il connaissait bien le terrain, ouais, et gouverneur de la future colonie.
Les 3 navires partent d'Angleterre en mai et leur mission est de retrouver les 15 hommes laissés par Grenville. Donc, je vous l'avais dit, le petit groupe d'hommes qui s'étaient réfugiés un peu à l'écart. Donc, ils doivent essayer de les retrouver pour qu'ils passent le message, pour dire à peu près tout ce qu'ils ont appris. Et afin de s'établir ensuite dans la baie de Chesapeake, jugée plus appropriée que Roanoke. À leur arrivée en juillet, ils ne retrouvent personne. Donc là, on est sur une première disparition. Et là, ça commence vraiment... Ah, ça y est. On commence à rentrer petit à petit on sort un peu de l'île, enfin on reste dans l'historique, mais on commence à rentrer un petit peu dans les pensées un petit peu, comment dirais-je, je sais pas comment, j'ai pas le mot pour ça, on se dit mais comment ça se fait, attends, là ils sont partis, donc on est un peu dans pas la peur, mais on peut les légendes urbaines, les suspicions, voilà, suspicion de disparition, d'enlèvement, de meurtre, on sait pas trop vraiment, et très franchement, quand on arrive comme ça dans un terrain un peu hostile et tout nouveau, on va pas non plus se poser des questions pendant 20 000 ans, parce qu'il faut manger, parce qu'il faut survivre, donc voilà. Donc, ils n'arrivent plus à retrouver la trace de 15 personnes. Ils ont disparu. Mais ils décident quand même de rester à Roanoke, puisque, en fait, le but, c'est de créer cette colonie, de retourner voir la reine et lui dire ça y est, on a réussi, et voilà, t'as un nouveau territoire à ton actif. La fille de White, une fois sur place, donne naissance à Virginia Dare, donc c'est Dare, c'est son nom de famille. Okay. Donc Virginia en l'honneur de... Virginie, quoi, la reine. De la Virginie, de la reine. Donc c'est le premier enfant à naître, un premier enfant anglais né sur le sol des futurs États-Unis. Et elle naît donc le 18 août 1587. Donc c'est la première, c'est la première native... native colonialiste. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, la première, on va dire, américaine. Puisque là, on est vraiment sur les terres américaines, et c'est la première américaine née sur le sol. Vous avez compris. Donc, White décida donc de retourner en Angleterre, encore une fois, donc des allers-retours, en septembre 1587, afin de convaincre les autorités d'envoyer de nouveaux colons. Parce que pour eux, ils se disent qu'une centaine, c'est pas suffisant. Et surtout du matériel de construction. Parce que, évidemment, tous ceux qui sont installés avant eux ont quand même un peu déboisé tous les alentours, et que ça manque de bois, et que ça manque il n'y a pas de clous, il n'y a pas de forge, en fait, il n'y a pas tout ça, puisque les Indiens, c'est principalement en fait la peau qu'ils utilisent, les peaux, les choses comme ça, pour fabriquer en fait toutes leurs habitations. Donc John Watt rétablit rapidement les relations avec les tribus locales, mais à son retour, la seconde colonie, donc qui est installée avec la centaine d'hommes, avait disparu sans laisser aucune trace à son tour. Donc, les 96 hommes, les 17 femmes et les 9 enfants, enfin les 10 enfants maintenant, puisque tout le monde a disparu. Et c'est là que le mystère commence à prendre place. Le gouverneur White ne découvre aucune trace de lutte ou de bataille dans les bâtiments effondrés. Le seul indice concernant leur devenir est un mot retrouvé gravé sur un poteau du fort. Volontairement, je ne vais pas vous donner le nom tout de suite, on va y revenir un peu après, puisque ce mot va être vraiment une des pièces centrales en fait de cette histoire. Toutes les maisons et les bâtiments ont été démontés. Il n'y a pas eu d'effondrement, il n'y a pas eu de maisons brûlées, il n'y a pas eu tout ça. Ça a été démonté proprement, puisqu'on retrouve seulement les bases de toutes les maisons et pas de maisons cassées, brûlées ou quoi que ce soit. Ce qui a provoqué leur départ ne se fit pas dans la précipitation. Ça, c'est très important aussi à savoir. Avant de quitter la colonie, White leur avait laissé l'instruction qu'en cas de problème, les colons devaient graver une croix de Malte, indiquant que leur disparition fut forcée. Mais là, aucune croix n'est retrouvée. Donc du coup, White pense que les colons ont déménagé, mais dans l'impossibilité de mener des recherches sur leur destination précise. Donc en fait, il n'y a pas de traces de pas, il n'y a pas de traces de chariot, de quoi que ce soit, qui peut expliquer le fait qu'ils ne soient plus dans le campement. Mais les chariots sont toujours là. Il n'y a plus rien du tout. Tout a été démonté, en fait. Vraiment, c'est hyper propre. C'est vrai que c'est vraiment un terrain plat avec les bases du fort. Donc, on retrouve quand même tout le côté, l'enceinte, en fait, du fort. Mais tout ce qui est à l'intérieur a été démonté. Il n'y a plus de vivres, il n'y a pas de corps. Ça, j'ai oublié de le préciser aussi. Pas de corps, pas de signe de lutte, pas d'armes, pas de flèches partout. Voilà, tout a vraiment disparu. Tout est nickel. Bien rangé. C'est comme s'ils étaient partis d'eux-mêmes en rangeant tranquillement derrière eux, quoi. Ça fait partie d'une des théories en fait qui a été avancée. Donc ils pensent donc que les colons ont déménagé, mais il est incapable de dire où est-ce qu'ils ont pu aller. La région fut finalement colonisée depuis le nord à partir de la colonie donc de Jamestown, c'est la colonie donc de Roanoke,
Et à la suite de la pacification des terres bordant la baie de Chesapeake, obtenue par le capitaine John Smith entre 1603 à 1607. À cette date, les revenus tirés de la vente du tabac en Europe permirent de couvrir les frais d'entretien de la colonie, et firent de la Virginie un établissement prospère. Ainsi naquit la légende de Roanoke. Donc, grâce au tabac et à tout ce qui a été importé de ces îles, on a pu donner de l'argent un peu plus et faire revenir en fait des colons et coloniser un peu plus les États-Unis. Mais ça ne s'arrête pas là, évidemment, parce que sinon ça serait pas rigolo. Donc ici, on parle de légende, car ce que je ne vous ai pas encore dit et qui nous propulse directement dans ce que cette histoire a de plus étrange, c'est que les ruines du village des colons, donc John White a découvert le mot Croatoan. J'espère aussi que je le prononce bien. Croatoan. C'était le mot que tu voulais pas nous dire tout à l'heure. Exactement, Okay. Qui était gravé sur un des poteaux de l'enceinte du fort. Et sur un autre arbre un peu plus loin, il y avait les 3 lettres C-R-O, donc Cro. Et c'était marqué comme ça. Donc il n'y avait pas. Je veux dire que le dialecte indien est le même. Je pense que ce mot-là peut être lu par des Américains ou par des natifs, je pense. Donc c'est déjà un peu étrange. Il n'y avait pas d'alphabet. Je pense pas qu'il y avait un alphabet algonquin ou un alphabet natif à cette époque-là. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, il y avait ce mot, Croatoan, qui était écrit, donc gravé sur un des poteaux. Donc John White en conclut que les colons étaient sains et saufs, puisqu'il n'y a aucune trace de guerre ou de violence, et qu'ils avaient dû se retirer sur l'île de Croatoan. Donc on n'est plus sur l'île de Roanoke, on est sur l'île de Croatoan, qui est une île qui était toute proche de celle de Roanoke. Il voulut aller les chercher, mais, et vous allez le voir parce que ça va revenir, une énorme tempête se leva qui les empêcha d'accoster sur Croatoan et décidèrent du coup que l'un des navires de John Watts reviendrait au printemps pendant que l'autre retournerait directement en Angleterre. Donc ils décident de faire 2 équipes, 2 teams, un qui va rentrer et un qui va attendre un tout petit peu et repartira. Donc on a déjà le Cap Fear qui était pas facile à faire. Et là, dès qu'on essaie d'aller sur cette île de Croatoan, il y a malheureusement une grosse tempête et le bateau n'était pas fait en fait pour résister à tout ça. Mais malheureusement, personne ne retrouvera jamais les colons de Roanoke, ni même leur corps sur aucune des îles ou des terres pendant leur recherche. Parce qu'ils y sont allés, ils y sont allés à Croatoan après pour vérifier. Ils ont essayé, mais en fait, eux, ils ont vraiment essayé de voir tout ce qu'il y avait autour. Ouais. Donc ils se sont dit peut-être qu'ils sont allés au nord de Roanoke. Oui. Ils se sont dit peut-être qu'ils sont allés là, peut-être qu'ils sont allés plus vers Chesapeake, et en fait, ils ont trouvé personne. Et là, on parle vraiment du lendemain de laisser d'atteindre en fait l'île malgré les intempéries. Donc c'est pas sur plusieurs années, là, on reste vraiment assez proche. Voilà. Certains se demandèrent si la colonie n'avait pas été anéantie par les Espagnols. Donc voilà, on revient avec les principaux ennemis des Anglais dans la colonisation, qui avaient déjà rasé 2 colonies françaises. John White rapporta qu'il n'avait aucune idée de son plan d'emplacement actuel et qu'en 1600, il la cherchait encore. Okay. Donc c'est pour dire que, je pense, là il n'y a pas tout le détail, mais je pense aussi qu'ils ont réessayé d'y aller et qu'ils ont eu, à chaque fois, c'était problème sur problème, manque de bateaux fiables, manque de personnel sur le bateau, manque de moyens aussi, beaucoup manque de moyens. Donc voilà. On va faire un bond dans le futur et on va passer 12 ans avant que Sir Raleigh ne décide d'enquêter sur la disparition des colons. On a quand même attendu 12 ans. Donc ils ont préféré bien s'installer et ensuite relancer la recherche. En 1602, une expédition dirigée par Samuel Mace partit sur l'île de Roanoke. Sir Raleigh avait acheté son propre navire et avait garanti un salaire aux marins pour qu'ils ne se laissent pas distraire. Donc il a monté sa propre escouade, en fait, son propre petit bataillon de voyage pour partir, sans en parler à la reine, bien sûr. Donc ce qui va faire de lui un renégat. Malheureusement, peu avant leur arrivée, le temps devint tellement mauvais qu'ils furent obligés de faire demi-tour. Ça fait 2 fois. Donc encore une fois, le temps n'était pas... Voilà. Donc on peut commencer à se demander, est-ce que vraiment Mère Nature ne protégeait pas aussi l'île des envahisseurs. Voilà, donc on peut commencer à se poser quelques questions. Donc ils sont obligés de faire demi-tour. À son retour, Sir Raleigh fut arrêté pour trahison. Donc trahison parce qu'il a monté sa propre escouade et que la reine ne supportait pas. Tant qu'on n'est pas corsaire, on n'a pas le droit de faire des trucs un petit peu
au-delà de la loi, en fait. Oui. Après l'établissement de la colonie de Jamestown en 1607, des efforts furent entrepris par les Anglais pour obtenir des informations des Powhatan. Donc c'était une des tribus qui était sur place. Ils ont essayé de rentrer en contact avec eux pour savoir s'ils avaient quelques infos sur la colonie de Roanoke. Et du coup, John Smith a appris du chef des Powhatan qu'il avait personnellement donné l'ordre de tuer tous les colons de Roanoke parce qu'il vivait avec les Indiens Chesapeake, une autre tribu qu'il refusait de fusionner avec eux. Donc lui, il a dit ça. Il a dit non, c'est moi qui les ai tués. Or, sur un terrain assez vaste, il n'y a pas eu, encore une fois, il n'y a pas eu de corps, il n'y a pas eu de cadavres, il n'y a pas eu de signes de bagarre. Il y a vraiment, on n'a rien trouvé, ni de tombe, ni de quoi que ce soit. Parce que quoi qu'il arrive, tout le monde était enterré. Et un corps, ça se retrouve... ou s'ils n'enterraient pas, on aurait retrouvé vraiment des squelettes un peu partout. Ouais, bah oui, carrément. Et là, c'était pas le cas. Ok. Donc parce ils avaient donc sympathisé avec une autre tribu, les Powhatans avaient peur, donc il a dit qu'il les avait tués. Après, ils sont sur une île, ils peuvent les balancer dans l'eau avec des pierres et tout. Ils peuvent aussi les balancer dans l'eau, donc c'est pour ça que c'est des légendes. On a dit, mais on n'a aucune preuve. Bah oui, c'est ça. Une légende, la base d'une légende, c'est un peu ça. C'est un peu, on m'a dit que il s'est passé ça et qu'en fait, on n'a vraiment aucune preuve tangible sur les oui-dire en fait. Donc cette information fut rapportée en Angleterre au printemps 1609 et le roi James et le conseil, donc c'est le roi maintenant qui a remplacé la reine, et le conseil royal fut alors convaincu que les Indiens Powhatan étaient vraiment responsables du massacre de la colonie perdue. D'après lui, les colons vivaient paisiblement au sein d'un groupe d'indigènes depuis plus de 20 ans quand ils avaient ordonné leur massacre. Il disait avoir agi ainsi car les prêtres lui avaient prédit qu'il serait renversé par les habitants de cette région. Donc eux, les Indiens natifs croient beaucoup à ça. Donc on demande aux chamans, en fait, c'est les prêtres indiens, on leur demande de lire un peu alors qui dans les entrailles de corbeaux, qui dans les osselets, qui dans les restes d'infusions un peu chelous. Et du coup, voilà, un des chamans l'aurait dit au chef, attention, les gens là-bas, ils vont causer ta perte, donc prends-les devant. Ils étaient influents quand même, hein. Ah ben c'est eux qui faisaient la pluie et le beau temps. Les chamans, c'était on va à la chasse, combien est-ce que tu penses qu'on aura de victuailles, et puis ils donnaient à peu près des trucs. Ça, je pense que ça devait marcher, ça devait pas marcher, je ne sais pas du tout. Donc il y avait des transes, il y avait beaucoup de choses comme ça. Donc il devint alors une certitude que les colons de Roanoke avaient bien été décimés par le chef Powhatan, et cette croyance persista pendant plus de 400 ans. Mais d'une étrange manière. Jamais aucun corps, donc encore une fois, ne fut retrouvé par la suite. Différentes tribus prétendirent descendre des colons Roanoke, on va revenir aussi un tout petit peu après, ou en avoir appris certaines techniques de construction, et l'éventualité que certains membres de la colonie perdue avaient pu survivre fut alors envisagée. Alors peut-être que tous n'étaient pas morts, et que certains avaient quand même réussi à atteindre des tribus différentes, et à leur apprendre un peu l'usage du fer, l'usage de la construction de certaines maisons, et puis voilà, le tressage, le tissage, l'écriture. Et il faut savoir aussi qu'il y avait aussi tout ce côté un peu christianisation. Christianisation, on peut dire ça ou Oui, c'est qu'on... oui, ils amènent en fait leur religion. Ouais. Donc de nombreuses légendes se mirent alors à courir que telle tribu indienne avait était constituée de descendants colons de Roanoke, et que leur nom était semblable, qu'ils parlaient anglais et qu'ils connaissaient le christianisme. Donc voilà. Ils ont découvert que certaines tribus avaient des croix dans leur tribu, que certains avaient des notions d'anglais, qu'il y avait par exemple un John, après un nom, enfin je sais pas, les noms indiens, John ceci, Dave cela. Voilà, donc il y avait des petites choses comme ça un peu qui leur donnaient un peu quelques signes avant-coureurs. Les Huguenots. Donc les Huguenots, c'est le nom donné aux protestants français pendant la guerre des religions qui s'installèrent dans la région un siècle plus tard, remarquèrent que plusieurs membres de la tribu Tuscarora, des indigènes amicaux qui vivaient à l'ouest de Roanoke, avaient des cheveux blonds et les yeux bleus. Ah oui. Donc, encore une fois, on se pose des questions. Est-ce que ça serait une erreur génétique ? Enfin, une altération génétique qui peut arriver, hein. Il y a bien des albinos, on peut parler Mais là, c'était vraiment assez récurrent. On a retrouvé donc des Indiens natifs avec les yeux bleus et les cheveux blonds,
Enfin voilà, c'était pas, on n'était pas vraiment sur du physique de natifs amérindiens. Jamestown était la colonie la plus proche, et comme il n'y avait jamais eu aucun mariage entre les Tuscarora et puis les Britanniques, ils en conclurent que les colons de Roanoke étaient leurs ancêtres. Donc voilà, là on parle vraiment de plusieurs années après. On en déduit donc qu'il y a eu quand même quelques colons qui ont survécu, mais on ne sait pas du tout ni où ils sont passés, ni comment est-ce qu'ils ont fait pour s'accoutumer à toutes les tribus. Voilà. Et pour donc nous enfoncer encore plus dans cette légende étrange, voici quelques événements supplémentaires. Et là, on passe vraiment dans le côté très légende et très est-ce qu'on doit y croire ou est-ce qu'on ne doit pas y croire. Okay. Donc en 1937, Louis Hammond, un touriste californien, prétendit avoir trouvé une pierre gravée d'un étrange message. Il l'emporte à l'université Emory à Atlanta, où elle fut examinée par le docteur Hayward, un professeur en histoire américaine. Dans ce message qui était signé EWR, les initiales de la fille de John White, donc la mère de Virginia Dare, Éléonore donc, demandait à celui qui retrouverait la pierre de prévenir son père de la mort de son mari et de celle de sa fille. Donc on peut imaginer que le mari de Éléonore et Virginia n'ont pas survécu à quelque chose. Et elle expliquait que tous les colons, sauf 7, avaient été tués par les sauvages. Donc là, ça se rejoint plus ou moins sur le fait qu'il y a peut-être eu une vengeance entre une tribu indienne et les colons de Roanoke. Donc sur cette dalle, il y avait marqué donc Ananias Dare, qui était donc le mari de Éléonore, Virginia, qui était la fille, et ensuite il y avait marqué Vers le ciel 1591, donc on peut imaginer que vers le ciel, effectivement, c'est l'âme qui monte, et tout Anglais doit le montrer au gouverneur John White. Quelque temps plus tard, la famille Pierce annonça qu'une récompense était offerte pour toutes les autres pierres gravées qui pouvaient se trouver en fait sur la terre de Roanoke. Et en 1940, 47 nouvelles stèles furent trouvées. Ah oui, quand même. Ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait vraiment beaucoup. 47 stèles furent trouvées par un agriculteur. Et toutes les stèles, en fait, racontaient plus ou moins l'histoire de la colonie perdue. Les messages étaient tous adressés à John White. Ils appelaient à la vengeance contre les sauvages qui les avaient attaqués et indiquaient la direction prise par les survivants. Donc là encore, on est quand même dans un message un peu de haine envers eux, sachant pas du tout ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est un peu compliqué, encore une fois, avec toute l'histoire de la colonisation d'Amérique. C'est ça qui a fait accentuer encore un peu plus la haine en fait, du natif. Donc sur les 47 pierres, il y a eu donc une pierre datée de 1592 indiquait que les colons qui avaient échappé au massacre avaient atteint un sanctuaire dans la région de la vallée de Nacotchee et qu'ils y vivaient dans une, entre guillemets, splendeur primitive. Ça veut pas dire grand-chose, ça. Bah, ça peut vouloir dire que est-ce qu'ils n'auraient pas trouvé un lieu où il y a de l'eau, il y a de la nourriture, il y a des fruits, il y a des animaux, il y a tout ce qu'il faut dans une espèce de petit havre de paix dans un coin reculé, perdu et pas découvert. Donc leur splendeur primitive est indiquée sur une des 47 pierres. D'autres pierres datées de 1598 racontaient qu'Éléonore avait épousé le roi de la tribu et qu'elle lui avait donné une fille, mais que le peuple était furieux et qu'il fallait que John White envoie l'enfant en Angleterre. C'est-à-dire qu'il demandait, que soi-disant le peuple de la tribu indienne avait, donc le chef avait eu un enfant avec une rescapée de Roanoke, mais que cet enfant était mal vu et qui demandait aux Anglais de récupérer l'enfant pour le ramener chez eux, parce que pour eux c'était un peu, on va dire, un petit bâtard, quoi. C'est quelqu'un qui ne devait pas rester avec eux. Une autre pierre, datée de 1599, annonçait la mort d'Éléonore et elle précisait qu'elle laissait derrière elle une fille nommée Agnès. C'est comme un peu bizarre de donner quand même un nom, sachant que quand même un chef de tribu a quand même le... Ouais, il laisserait pas passer ça, quoi. C'est quand même une posture... Ou alors vraiment, il devait être amoureux de cette femme et qui voulait vraiment lui faire plaisir, donc elle s'appelait Agnès. Une étude fut alors commandée par la Smithsonian Institute et un groupe d'historiens qui était dirigé par Samuel Morrison de l'université d'Harvard examina les pierres, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas examiné les pierres en elles-mêmes. On est d'accord que ces pierres sont réelles. Ces pierres existent. Ouais. Il y en a vraiment. Alors il y en a 48 avec la première qui sont trouvées. Ils en ont trouvé donc 47 autres. Les pierres existent. On peut les voir dans les musées. Voilà. Un rapport fut ensuite publié et qui leur accordait une certaine authenticité.
une certaine authenticité, je tiens à préciser. En 1941, le journaliste Boyden Sparks écrivait un article pour le Saturday Evening Post, présentant les pierres de Dare, donc c'est comme ça qu'on les a appelées, D-A-R-E, comme une énorme supercherie. Donc pour lui, qui est un reporter vraiment historien, comment est-ce qu'on pourrait avoir 47 pierres ? Pourquoi est-ce qu'ils auraient écrit 47 pierres comme ça, alors que la plupart savaient écrire, Oui. qu'ils auraient pu laisser des parchemins, qu'ils auraient pu laisser un peu tout, mais avoir des pierres gravées, on rentre encore dans le côté un peu mystique de je grave sur une pierre parce que voilà, je dépose des pierres un peu partout et puis il faut essayer de les retrouver. Voilà. Et il a trouvé aussi un peu bizarre que les soi-disant 47 pierres étaient restées dans un coffre à outils pendant 15 ans sans subir aucun dommage, mais elles avaient commencé à s'effriter dès les premières manipulations du musée. Ah, d'accord. Ok. Et en 2015, les pierres de Dare furent examinées par une équipe d'archéologues. Donc là, on est beaucoup plus proche de nous. Oui, parce que là, on a du level pour les examiner, on a la technologie. Maintenant, ouais. Maintenant, on a tout ce qui est radioscopie, avec les trucs qui peuvent traverser la pierre pour savoir est-ce que c'était gravé comme ça, quel outil il a été utilisé, etc., etc. Et un spécialiste donc, de l'ère shakespearienne de l'université d'Oxford. Ils en conclurent que la première pierre était authentique. Donc là, pour cette pierre-là, elle a vraiment été gravée par Éléonore, une des rescapées en fait de Roanoke. Okay. Cette pierre-là a été vraiment datée, a été vraiment validée. Et voilà. Par contre, pour les 47 autres, là, il y a vraiment énormément de suspicions. Les autres semblaient avoir été fabriqués avec une presse à forage, en fait. Ah oui. Donc ça aurait été fait un peu plus mécaniquement que les autres. Oui, ça aurait pas pu être fait sur l'île, en fait. Ça n'aurait pas pu être fait. Les sillons qu'il y a à l'intérieur des écritures n'auraient pas pu être faits sur l'île, ça c'est sûr. Mais encore une fois, personne n'a jamais rien prouvé. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait du matériel sur l'île ? Est-ce qu'il y avait... Rien n'a jamais été prouvé. De nombreuses fouilles archéologiques furent organisées pour tenter de retracer l'histoire de la colonie perdue et des objets furent retrouvés ici et là qui auraient prétendument appartenu aux colons de l'île de Roanoke. Donc on a retrouvé des objets en fer, des cuillères, comme ce qu'on retrouve en fait en général dans toutes les zones de recherche. En fait, on va trouver des peignes, on va trouver des broches, on va trouver plein de choses qui ont appartenu aux femmes, des outils qui ne pouvaient pas appartenir en fait à une peuplade amérindienne. En 2012, la fondation de la première colonie, donc une fondation qui a été créée exclusivement pour cette colonie-là, demanda au British Museum d'étudier de plus près une carte dessinée par John White au XVIe siècle, en utilisant des techniques d'imagerie actuelles. Les chercheurs découvrirent des dessins tracés à l'encre invisible, cachés sur la carte, dont un ressemblant à un fort près de la baie d'Albemerle. C'est une baie qui se trouve à une centaine de kilomètres de l'île de Roanoke. Donc là, encore une fois, c'est une vraie carte qui est datée, qui est certifiée, qui est validée. Et sur cette carte, il y a une encre. Alors avec quoi, je ne sais pas. Je sais qu'avec du citron, on peut la faire apparaître. On peut faire apparaître des choses. Mais là, apparemment, c'était une encre invisible qu'ils ont utilisée avec d'autres dessins et d'autres spécifications, des éléments que personne n'avait forcément, à part donc John White qui avait fait plusieurs allers-retours sur l'île. Des fouilles furent alors organisées sur le site par rapport à la nouvelle carte détectée, qui durèrent 3 ans et permirent aux archéologues de retrouver des petits objets de l'époque élisabéthaine, donc de la reine Élisabeth. Donc ils ont retrouvé donc des objets de l'époque élisabéthaine. Quelques-uns de ces objets, donc un pot de conservation aliments, des morceaux de poterie et un crochet en métal, auraient été fabriqués à Londres, et ils sont pour certains la preuve que les colons de Roanoke sont arrivés à cet endroit avant de se mélanger aux tribus amérindiennes. Donc il y a des faits historiques, il y a des faits on va dire physiques, des objets qui n'ont pu être faits que en Angleterre, qui ont été retrouvés, et donc il y a ces suspicions en fait il y a eu du mélange, quoi. Peut-être qu'à un moment il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, que certaines familles qui se sont créées sont parties à gauche, d'autres à droite. Certains ont été avec les Roanoke, certains ont été avec les Poantas, d'autres ont été avec les Algonquins. Et du coup, ils auraient eu une vie peut-être paisible, peut-être qu'ils étaient, on ne sait pas, peut-être qu'ils étaient esclaves dans les villages, qu'ils étaient, on ne sait pas. Ça, par contre, on ne peut pas vraiment répondre à tout ça.
Mais alors, et je vous vois venir, et je vous entends d'ailleurs à travers les ondes, qu'en est-il de ce fameux mot Croatan ? Eh bien, au fil du temps, l'histoire de la colonie perdue est devenue une légende et le mot Croatan le symbole d'un mystère. Les Indiens Croatan, donc c'est aussi un peuple d'Indiens, croyaient qu'un esprit, et attention, c'est là où on rentre encore un peu plus dans la légende, qu'un esprit habitait l'île de Roanoke et qu'il avait le pouvoir de changer ceux qui l'offensaient en animaux, en arbres ou en rochers. Ah, Est-ce que ça serait pas une réponse à pourquoi est-ce qu'en arrivant, il n'y avait plus personne ? Peut-être que Jean-Philippe était transformé en arbre, que Jean-John était transformé en pierre, que Marie était devenue une plante ou un petit raccoon. Donc voilà, la légende dit que ce Croatan serait un esprit qui aurait peut-être transformé tous les méchants colons en nature, en fait. mais il en aurait laissé quand même quelques-uns qui étaient moins offensants, peut-être. Peut-être que, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des hommes, en fait ? Tout simplement, je ne sais pas si vous avez vu depuis tout à l'heure, enfin si vous avez écouté ou compris depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de descendance. Or, les seuls qui peuvent avoir une descendance, ça va être les femmes. Puisque un homme, voilà, la femme va avoir un enfant, je pense... Il y a que les femmes qu'ils ont gardées pour pouvoir avoir justement ces descendances-là, qu'on n'a pas parlé des hommes, en fait. Et peut-être qu'ils n'ont gardé que les femmes, qui... alors attention, on est en 2023, je pèse mes mots, n'étaient pas faites pour la guerre. Donc, peut-être qu'ils ont gardé que les personnes, entre guillemets, encore une fois, inoffensives, et qu'ils ont éliminé ceux qui potentiellement pouvaient leur apporter du mal. Donc voilà, une première explication... Croatan, un esprit transformé, pierre, arbre et buisson. Et depuis quelques années, des rumeurs ont commencé à se répandre que rien ne vient prouver, bien sûr, parce que là on rentre vraiment dans la légende urbaine, et qui associe le mot Croatan à des disparitions considérées comme mystérieuses. Et là j'ai quelques exemples en fait qui sont ancrés en fait dans le réel, comme par exemple le célèbre écrivain Edgar Allan Poe, que tout le monde connaît bien sûr, et qui aurait chuchoté le mot Croatoan peu avant sa mort en 1849. On sait quand même que Edgar Allan Poe avait un univers très spécifique et que peut-être que dans sa splendeur, il a voulu en rajouter un petit peu. Ouais. Voilà. Et apparemment, il aurait dit Croatoan juste avant de mourir. Le célèbre voleur Black Bart aurait gravé le mot Croatoan dans le mur de sa cellule de sa prison avant d'être libéré et de se volatiliser en 1888. Encore une fois, voilà. On aurait retrouvé ce mot-là. Le mot Croatoan aurait été retrouvé écrit sur la dernière page du journal de bord du navire le Carol quand il a percuté le cap Hatteras en 1921 avec plusieurs personnes à son bord. Il aurait aussi été retrouvé gravé sur la colonne du lit où Ambrose Bierce, un écrivain de romans fantastiques, passa sa dernière nuit avant de disparaître brusquement le 26 décembre 1913. Encore de la disparition. Et c'est toujours pareil, on retrouve ce mot, il n'est pas utilisé dans un de leurs bouquins ou dans quoi que ce soit. C'est vraiment un mot gravé, un mot retrouvé, avec des disparitions derrière. Il aurait été aussi griffonné dans le journal d'Amelia Earhart, une aviatrice réputée, accrochez-vous bien, après sa disparition dans l'archipel des îles Phoenix en 1937. Voilà donc pour tout ce qui est un petit peu légende, très très ancrée, légende urbaine, avec ce mot Croatoan, qui est la pierre angulaire en fait de cette... de cette histoire. Ensuite, la culture populaire s'est approprié en fait ce mot et cette histoire de Roanoke. Et en ce qui concerne les médias visuels, vous avez la série Supernatural. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà vu. Ça, on parlait un peu dans le chat à un moment donné. Voilà, avec les frères Winchester, c'est dans l'épisode 9 de la saison 2, où il y a un épisode qui s'appelle Croatoan, et dans cet épisode, ils utilisent le mot Croatoan comme une espèce de virus qui va contaminer un petit peu tous les gens et qui vont les attaquer. Voilà. Et il y a aussi donc le plus connu, American Horror Story, qui en parle 2 fois dans la saison 1, épisode 11, et dans la saison 6, qui est consacrée uniquement à Roanoke. La seule différence que moi, en ayant un peu fait le tour de ce fait, j'ai trouvé que American Horror Story avait vraiment versé dans le gros gore, alors qu'il y a... Oui, il y a rien en fait. Il n'y a pas de gore, il n'y a aucune trace. Voilà, c'est ça. Ouais. Et dans l'épisode, on voit donc des revenants de l'île de Roanoke s'approprier les terres, alors que théoriquement, ça ne devrait pas être eux qui devraient être là et hanter en fait les vivants.
Et c'était hyper sadique, hyper violent, toujours un bain de sang, bain de sang, bain de sang. Et on parle très très peu des natifs en fait. Et je crois que c'est juste le personnage de Lady Gaga qui est une espèce de mélange comme ça, une femme un peu native, on imagine bien chamane, qui doit faire un petit peu le lien. Mais c'est tout ce qu'il y a. C'est pour ça que j'ai pas trouvé l'épisode, voilà, ça parle de Roanoke, mais j'ai pas trouvé qu'il rendait vraiment hommage à la légende, sachant que ça s'appelle quand même Roanoke. Ensuite, voilà, il y a eu plusieurs utilisations de la colonisation à travers des livres comme La Tempête du siècle de Stephen King, dans les films comme L'Empire des Ombres, qui parle de disparitions mystérieuses. Il y a Profession Profiler. Il y a une super bonne série qui a eu qu'une seule saison que moi j'ai adoré dans les années 90 qui s'appelait Freaky Links. Okay. Je sais pas si quelqu'un a connu ça. C'était une espèce d'ersatz d'X-Files où à chaque épisode il y avait un cas un petit peu spécial où c'était filmé en found footage. Okay. C'était vraiment, je vous conseille vraiment si vous pouvez la revoir. Il n'y a qu'une seule saison. Il y a dû y avoir 8 ou 9 épisodes. Mais vraiment super bien. J'ai vraiment adoré. Ensuite, bon bah voilà, il y a eu d'autres médias, ça vient, Le Vampire de Manhattan, il y a des romans de science-fiction, Fallen Skies aussi. Je sais pas si vous avez vu, c'était avec une invasion extraterrestre et ils reprennent en fait, c'était intéressant pour ça, c'est qu'ils reprennent en fait chaque bataille américaine, donc ils les modernisent pour les utiliser ensuite dans un monde qui est envahi par l'extraterrestre. Donc tous les protagonistes se renseignent dans les livres d'histoire, donc il y a un historien, et à chaque nouvelle attaque extraterrestre, ils utilisent une attaque qui a existé, qui a été répertoriée dans l'histoire de l'Amérique. Et du coup, bah, ils utilisent, c'est dans la saison 4 de l'épisode 4, ils utilisent donc le thème Croatoan pour donner en fait l'alerte à un des autres personnages pour dire on est parti, on n'est plus ici. Ouais, ok, mais il y a vachement de refs dans beaucoup d'œuvres. Hein. Énormément. Et là, bon, j'ai pas tout noté parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Il y en a dans Le Mentaliste aussi, dans la saison 4, épisode 5. Dans Sleepy Hollow, la série, saison 1, épisode 5. Voilà, dans des téléfilms. Et encore une fois, dans ça aussi de Stephen King, on fait allusion aux disparus de Roanoke. Et ensuite, bah, y a les pierres de Dare. Donc les pierres qui sont gravées et qui expliqueraient le sort de la colonie. Mais ça, vous pouvez chercher, voilà, regardez sur Internet, vous avez quelques exemples de pierres, tout en sachant que ce qui a été débunké, c'est que la première est vraie, que les 47 autres sont pas forcément sûrement fausses, quoi. Et donc voilà, c'est ainsi que je termine donc cette histoire qui, d'un point de vue historique et légende, est vraiment assez passionnante parce qu'on se rend compte de la détermination de l'humain, en fait, déjà pour coloniser, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais qui fait aussi face à des choses qui les ont complètement dépassés. Et est-ce que dans leur tête, ils avaient conscience qu'il y avait quelque chose, une partie quand même étrange, parce qu'il y a quand même vachement d'étrangeté dans cette histoire, de pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à atteindre tel endroit, parce que les intempéries arrivent dès qu'un bateau veut essayer de venir, comment c'est qu'ils ont disparu, est-ce qu'ils se sont renseignés sur les us et coutumes, sur les légendes un peu indiennes, dans quel état d'esprit eux ils étaient. Peut-être qu'à l'époque, on croyait plus à tout ça et qu'ils n'ont pas voulu remuer un petit peu ou faire de tort aux esprits, sachant quand même que le christianisme n'était pas basé sur le fait d'esprits différents, comme la mère nature, comme l'esprit de l'eau, l'esprit du feu, l'esprit de la forêt, tout ça. Donc ils n'avaient pas ça en tête. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a fait que pour eux, c'était plus quelque chose de réel et un appel à la guerre, plutôt que de se dire, il y a des créatures un peu cheloues dans la forêt. D'ailleurs, on a le droit à toutes les meilleures créatures qui existent sur Terre, avec le Sasquatch, avec, comment elle s'appelle, la créature qui prend l'apparence des hommes, le Wendigo. Ah oui. Tout ça, c'est des créatures en fait qui font partie du folklore amérindien. Et on trouve maintenant, il faudra faire avec Croatoan, qui peut être ce genre de créature. Profondément, moi, en tant que rêveur et en tant que... Voilà, avec toutes les histoires qu'on peut écrire ou qu'on peut lire, j'aimerais croire à ça, à ce fait de une entité créée par Mère Nature qui serait là pour protéger un peuple qui va lui offrir, peut-être ça a été des sacrifices, il y a peut-être eu des sacrifices de tous les hommes, de tous les Anglais qui sont arrivés. Peut-être qu'on leur a dit, voilà, sacrifiez-nous des gens et nous on vous protège, ou on les transforme en pierre, ou on les transforme en arbre.
Donc moi, j'aimerais croire à cette partie-là de cette histoire, avec ce côté très très folklorique et ambiance à raconter au coin du feu, et le truc qui va se propager de père en fils autour du feu, à côté d'un petit tipi, Ouais, et puis, un bon calumet. puis mine de rien, c'est aussi la protection de la nature, la protection du C'est ça, peuple. C'est beau, en fait, presque. Oui, parce que c'est ce que ne faisaient pas les colons. C'est Ouais. le colon pour Ils étaient vraiment dans une lui, démarche ça. pour colon. conquérir, quoi. voilà, il arrive, il brise tout, il s'installe, et puis ensuite, il advient ce qu'il advient. Mais il y a tout ce côté, justement, eux qui ne croyaient en rien, sont obligés de faire face à quelque chose qui les dépasse, et mentalement et physiquement, en tout cas, puisque c'était pas vraiment facile de vivre en fait sur cette île. Donc pour terminer, je vous dirais, faites votre choix, ou fait historique, ou légende sombre pour certains, ou légende un peu protectrice pour d'autres. Moi, mon choix est fait, je vous l'ai donné. Merci beaucoup. Bonne soirée. Drop the mic. Ah non, il est suspendu. Pas celui-là. Il est trop cher. Ouais, il est suspendu, puis je vais pas le poser par terre, pas question. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment un truc super intéressant de voir les réelles différences entre les peuples, et comment est-ce qu'on peut s'habituer à tout ça, et se plonger dans toutes ces légendes. Et voilà. Donc pour finir, je dirais Croatoan. Est-ce que moi, je me lancerai pas dans mon sujet? Eh ben écoutez, je suis tout oui, j'ai envie de dire. Eh ben c'est parti. Et ben moi, pour mon sujet, on va se plonger dans le mystère des lettres de Circleville. C'est une affaire qui a troublé une petite ville du même nom. Une affaire étrange et non résolue, et elle a commencé dans les années 70. Circleville, c'est une ville située dans l'Ohio, aux États-Unis. Dans les années 70, sa population était environ 10 000 habitants. Comme beaucoup de petites villes à travers l'Amérique, Circleville était une communauté, on va dire, fermée, dans le sens où tout le monde se connaissait, quoi. Et la vie là-bas était assez tranquille. Il y avait une économie locale principalement basée sur l'agriculture. Et d'ailleurs, c'est une région qui était connue qui est d'ailleurs toujours connue pour la culture de la citrouille. D'ailleurs, ils ont un festival chaque année qui célèbre un peu cette culture. C'est le Pumpkin Show. Et c'est un peu un événement majeur, en fait, pour la ville chaque année. C'est quoi ça? Ce serait plus le taille de citrouille, la grosseur? Je crois que j'avais vu ça, c'est celui qui fait la plus grosse citrouille. Ah, ils font plein de trucs. Je pense qu'il y a sûrement des... concours de tarte à la citrouille. Ah, il y a sûrement des concours aussi de celui qui en mange le plus, ou des trucs comme ça, tu vois. Et c'est vraiment, pendant tout un week-end, citrouille à foison, quoi. Donc ça serait plus vers octobre, quoi. Ah oui. Peut-être que on pourrait faire notre mois de l'horreur là-bas. Pourquoi pas? C'est une idée. Tous assis sur une citrouille. En termes d'infrastructure, Circleville elle avait une école primaire, un lycée, il y avait plusieurs églises. Enfin, je parle au passé, mais c'est toujours le cas. Il y a des magasins de proximité, des restaurants. La ville a également une poste qui jouera un rôle crucial dans le mystère des lettres de Circleville. La tranquillité apparente de la ville a été bouleversée à la fin des années 70 par un mystère de lettres anonymes envoyées à certains habitants. Cette affaire elle a introduit un élément de suspicion et de peur dans la communauté. Elle a transformé la petite ville en un épicentre où tu vois, les gens se faisaient pas confiance. Tu vois, il y a eu un petit malaise, en fait. Et ça a duré pas mal de temps. Est-ce que c'est pas le propre aussi des petits villages où il y a un moment, il y a tellement plus de choses à se dire qu'on va chercher un petit peu les petits pics, les petits ragots. Bah, c'était un peu ça, hein. C'était un peu ça. Tu sentais que c'était quelqu'un qui connaissait tout le monde. Pourtant, moi, 10 000 habitants, je trouve que c'est quand même grand. Mais après, à l'échelle américaine, c'est peut-être pas le cas. Ouais, c'est ça. Les lettres ont commencé en 1976. La toute première personne ayant reçu une lettre, c'était une conductrice de bus locale nommée Mary Gillespie, qui travaillait pour le district scolaire de Westfall. Donc elle était écrite en lettres majuscules. D'ailleurs, toutes les lettres étaient écrites en lettres majuscules. Cette lettre, elle l'accusait d'avoir une liaison avec le surintendant de l'école, un certain Gordon Macy, un père de famille, marié d'ailleurs. L'enveloppe portait le cachet de la poste de Columbus,
Donc Columbus, c'est la grande ville du coin qui était située 40 km au sud de Circleville. D'ailleurs, je crois qu'on avait fait un épisode, il me semble, où il y avait un mystère à Columbus. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? C'était pas là où Brian Schaffer avait disparu? Peut-être. Quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est juste à 40 km d'une grande ville. Ouais, Brian Schaffer, ok, c'est ça. Et il n'y avait pas d'adresse de retour, pas de timbre non plus. Et donc, elles étaient signées simplement par l'auteur de Circleville. Et la première lettre disait, j'ouvre les guillemets, « Je sais où vous habitez, j'ai observé votre maison, et je sais que vous avez des enfants. C'est pas une plaisanterie, prenez ça au sérieux. » Donc c'était quand même un peu menaçant. Hein. Mary, elle avait 2 enfants, et un mari donc, et elle a été bouleversée par la lettre quand elle l'a reçue. Elle se demandait bien qui était cette personne, et pourquoi est-ce qu'elle avait choisi de la harceler. Les lettres ont continué d'arriver à la maison des Gillespie, mais Mary elle a choisi de les ignorer. Bien qu'elle nierait plus tard les allégations d'infidélité, elle a initialement gardé les lettres secrètes vis-à-vis de son mari, jusqu'à ce qu'il reçoive lui-même ses propres lettres. Donc, l'auteur anonyme, il a écrit à Ron, donc Ron Gillespie, c'est son mari, Ron Gillespie, pour lui dire que sa femme le trompait avec Macy et qu'il devait régler le problème. Cependant, il n'a pas non plus pris les lettres au sérieux. Alors, l'auteur a commencé à le menacer. Je vais te lire une de ses menaces. Gillespie, ça fait 2 semaines et vous avez rien fait, vous êtes un porc, faites-la avouer la vérité et informez le conseil scolaire, sinon je vais diffuser l'information partout, affiches, panneaux publicitaires. Et je l'ai suivi pendant des semaines, depuis l'été dernier, et je l'ai vu le rencontrer à plusieurs reprises. Donc tu vois, il était vraiment direct dans ses menaces. Ouais, avec quand même des faits bien spécifiques et réels, quoi. Bah, il a honnêtement pas tant. Hein. Il a juste dit qu'il l'a suivi, mais il a pas dit où, il a pas dit. Enfin, là, tu vois, on peut encore douter du fait que est-ce qu'il sait vraiment quelque chose ou pas, quoi. L'auteur a ensuite envoyé des lettres similaires au vice-principal de l'école au sujet de la présumée liaison. Et donc, je vais te la lire. J'ouvre les guillemets. Je vais vous envoyer des preuves concernant la conductrice numéro 62 91 7. Elle a un enfant scolarisé ici. Je vais le prouver bientôt. Il a continué la lettre en parlant du Gordon Macy, qui travaillait donc lui aussi à l'école, hein, c'était le surintendant. Et il a dit à propos de lui, je m'attends à ce qu'il soit licencié. Vous verrez que je dis la vérité. Il avait vraiment quelque chose contre ce couple. Hein. Le truc, c'est qu'il n'a jamais présenté de preuves par la suite. Par contre, on peut quand même noter que l'auteur connaissait le numéro de conductrice de Mary, donc le matricule là, que je t'ai donné, ce qui suggérait qu'il était quand même lié on ne sait pas trop comment, mais l'administration. Ouais, il connaissait l'école ou l'administration ou la mairie ou quelque chose comme ça, qui lui permettait d'accéder à ce numéro. À ce stade, Gordon Macy a aussi commencé à recevoir des lettres anonymes. Dans celle-ci, l'auteur le menaçait de crever ses pneus et de couper ses freins s'il mettait pas fin à la liaison. Et en plus, c'était quelque chose qu'il ne regardait pas vraiment, quoi. Bah oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est pourquoi est-ce qu'il se mêle de cette histoire, puisque si c'est pas de la famille, si c'est pas quelqu'un de hyper proche, pourquoi est-ce qu'il se mêlerait de ça, quoi. Ouais, en tout cas, c'est quelque chose qu'il avait super à cœur, on va dire. Les événements ont pris une tournure encore plus troublante lorsque l'auteur mystérieux a commencé à parler de Tracy. Alors Tracy, c'est la fille de 12 ans de Mary et Ron. Il a commencé à en parler dans le contenu de ses lettres. Il affirmait que Macy l'a maltraité sexuellement. Et les lettres contenaient également des menaces de mort. Donc je vais encore en lire une. Hein. C'est au tour de votre fille de payer pour ce que vous avez fait. Je vais venir là-bas et mettre une balle dans la tête de cette petite fille. Donc il était vraiment ultra énervé. Et donc, à ce moment-là, c'en était trop pour la famille, qui commençait vraiment à prendre peur. Parce que quand tu reçois des menaces comme ça, au départ, peut-être que tu ignores un petit peu, mais là, vu le contenu des lettres, eux, ils ont décidé d'aller voir le bureau du shérif. Ils ont bien eu raison, je pense. Les forces de l'ordre ont mis leur ligne téléphonique sur écoute. Ils ont surveillé leur maison. Ils ont travaillé avec le service postal pour intercepter les lettres. Mais en vain. Ils n'ont trouvé aucune preuve, aucun indice qui pouvait les mener à l'identité de la personne. Ils avaient vraiment aucune idée de qui pouvait être l'auteur des lettres. Surtout que ça ne s'est pas arrêté là. Il y a de nombreux habitants de la ville qui ont commencé à recevoir régulièrement, eux aussi, des lettres anonymes, toujours postées de Columbus. Les habitants de la ville se posaient tous la même question.
Qui était cette personne qui semblait connaître les secrets les plus sombres et les plus intimes de la communauté? Concernant notre couple, ils étaient assez stressés en fait par les menaces qu'ils recevaient. Ils étaient également insatisfaits du travail de la police, parce que ça avançait pas du tout. Ils se sont donc tournés vers la belle-sœur et le beau-frère de Ron, donc, qui s'appellent Karen et Paul Freshour. Ils leur ont montré les lettres qu'ils avaient reçues et ont sollicité leur avis et leur aide. Pour Paul et Karen, pour eux, la réponse a été évidente. L'auteur des lettres serait un certain David Longberry. Là, tu vas me demander, mais qui est David Longberry? Excusez-moi, qui est David Longberry? Alors, c'est une bonne question. Longberry, Merci. T'inquiète. Longberry, c'est un collègue de Mary, donc lui aussi était conducteur de bus. Il avait tenté de flirter avec elle à plusieurs reprises. Elle l'avait repoussé à chaque fois, et les Freshour pensaient qu'il était possible qu'il soit devenu amer à propos de ça, désireux de se venger, Ok, ouais. et qu'il appréciait pas en fait qu'elle ait repoussé ses avances, mais qu'elle ait une liaison avec quelqu'un, quoi. Ouais, coupable potentiel à 400%, quoi. Exactement. Surtout que il travaille dans le même établissement, donc possiblement le numéro de matricule, Il peut avoir les renseignements. assez facilement, ouais, carrément. Paul et Karen ont alors décidé d'eux-mêmes écrire une lettre, en fait, lui disant qu'il savait qu'il était la personne des lettres, et voilà, et carrément, en fait, Ils lui ont dit, ouais, ils lui ont dit on sait où tu te caches. on sait ce que tu fais, On sait où tu te caches. et fais attention un petit peu quand même, hein. Bah, c'est un moyen de persuasion. Hein. Je pense que c'est ce qu'on aurait tous comme instinct de faire. C'est ouais, on sait où t'es, on peut venir te casser la gueule. Exactement. C'est un peu ce Peut-être qu'ils ont que dit, en fait. ça peut être, voilà, Ouais. en espérant qu'il arrête, quoi. Et justement, les lettres, elles ont cessé pendant un certain temps suite à cette confrontation. Donc, Mary et Ron ont pu souffler un petit peu. Et ils commençaient à croire que le calvaire était derrière eux. Mais en réalité, ce n'était que le début. Les lettres ont été remplacées par des pancartes diffamatoires dans toute la ville, notamment le long du trajet quotidien du bus de Mary. Les pancartes contenaient essentiellement le même contenu et les mêmes allégations que les lettres, mais maintenant, c'était affiché publiquement. C'était en quelle année, tu as dit? On était dans les années, fin d'année 70. D'accord, donc il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas... Non, il n'y avait pas de caméra. Les Gillespie s'inquiétaient aussi beaucoup pour leur fille, qui était fréquemment mentionnée dans les pancartes et dans les messages haineux, en fait. Alors, ce que faisait Ron, le mari de Mary, en fait, il se levait le mari de Mary, ouais. Il se levait un petit peu plus tôt pour essayer de retirer le plus de pancartes possible qu'il pouvait, avant que Mary prenne son bus et fasse sa tournée. Paul Freshour, il a d'ailleurs décrit la situation dans laquelle était Ron. Il indiquait Ron était dévasté et désespéré. Il ne dormait presque pas pendant cette période de sa vie. Il était frénétique. Il conduisait pendant presque 1 heure ou 2 le matin avant son service pour enlever les pancartes. Ron travaillait très dur pour comprendre ce qui se passait et pour résoudre le problème. Et ça, c'était tous les jours? Ouais. Tous les jours, je sais pas, mais c'était ultra fréquent. Enfin, et lui, par contre, il le faisait tous les jours parce que ça pouvait être n'importe quand, en fait, qu'il y avait des pancartes. Par précaution, donc lui, ça lui a pourri un peu. Ouais, il a pas passé il passait pas le meilleur moment de sa vie, quoi. Mm-hmm. En août 1977, Mary avait besoin d'un break avec tout ça. Elle s'est alors rendue en Floride avec sa sœur. Bien sûr, il y avait des rumeurs en ville selon lesquelles Mary s'y rendait pour passer un petit moment d'intimité avec Gordon Macy, mais ça n'a jamais été confirmé. Avec Mary partie, Ron s'est alors retrouvé tout seul pour gérer tout ça. Le soir du 19 août, le foyer des Gillespie a reçu un appel téléphonique. Tracy, donc la fille de Ron, elle a entendu son père crier au téléphone. Ron était convaincu qu'il avait à l'autre bout du fil l'auteur des lettres. Mm-hmm. On ne sait pas ce qui s'est dit dans cet appel, mais ce qu'on sait, c'est que Ron avait l'intention de confronter la personne avec qui il parlait. Il a alors raccroché, il a pris son calibre 22, il a quitté précipitamment la maison pour partir à bord de son pick-up. Et seulement 50 minutes plus tard,
une découverte choquante fut faite. L'épave du pick-up de Ron, qui avait visiblement percuté un arbre au bord de la route. Malheureusement, Ron, qui ne portait pas sa ceinture de sécurité, a été retrouvé mort à l'intérieur du véhicule. Curieusement, on a aussi déterminé qu'un coup de feu avait été tiré à partir de l'arme de Ron. Par contre, on n'a pas trouvé l'impact. Ouais, on n'a pas retrouvé l'impact, ni la balle d'ailleurs. Il y a seulement l'arme avec une balle en moins. Le rapport toxicologique a révélé que Ron avait un taux d'alcoolémie de 0,16, soit 2 fois la limite légale là-bas. Cependant, sa fille affirmait que c'était impossible, parce que déjà Ron n'avait jamais été un gros buveur. Enfin, sa famille, pas sa fille. Ils étaient également certains que c'était pas un accident, mais qu'il y avait un acte criminel derrière tout ça. Alors, est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un derrière tout ça ? Il y a Paul Freischauer, donc du coup toujours le beau-frère. Hein. Il aimait bien discuter, j'ai l'impression, auprès des médias, parce qu'on a beaucoup de situations de lui, enfin, citations de lui. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui était beaucoup plus à l'aise pour donner des réponses, et que peut-être que la femme et la fille n'étaient peut-être pas aptes à parler. Généralement, quand t'as un décès dans ta famille, t'as pas forcément envie de parler aux médias, quoi. C'est le beau-frère. Hein. Ouais, c'est le beau-frère. On n'a pas forcément les mêmes, émotions avec certaines personnes, ça dépend. Et donc lui, ce qu'il dit, c'est que, encore une citation, hein, le shérif était d'accord avec moi sur le fait que c'était pas un accident, mais quand je l'ai contacté à nouveau, il avait complètement changé d'attitude. Donc lui, vraiment, il affirmait ouvertement qu'on avait affaire à un assassinat. Pour lui, c'était sûr. Alors oui, c'est vrai que la mort de Ron est survenue dans des circonstances étranges. C'est juste après un appel qui l'a mis sacrément en colère. Et donc on peut aussi se poser la question sur quoi ou sur qui il avait tiré avant son accident. Mais on a quand même un problème majeur. C'est qu'aucune preuve n'a été trouvée pour affirmer cette piste. Donc la police, finalement, elle a conclu qu'il s'agissait simplement d'un tragique accident. Donc on a retrouvé quelqu'un avec un taux d'alcool dans le sang élevé, alors qu'il n'avait pas forcément peut-être bu avant de partir, qui a tiré un coup de fusil dans quelque chose, et il n'y a aucune trace d'impact ou de poudre ou de quoi que ce soit. Ouais. Et donc les flics pensaient quand même que c'était un accident. Ouais. Alors je pense qu'il aurait quitté la route. Ouais. Faut dire que Ron, tu vois, même si la famille, elle indique oui, qu'il buvait pas, tout ça, il était quand même, tu vois, sacrément sous pression. Hein. Bah c'est ça, oui. C'est ce que je pensais. C'est la question que j'allais dire quand il a raccroché. Est-ce que justement pour se donner un peu de courage, parce que pour aller voir quelqu'un, pour le buter, il faut quand même du courage. Ouais. Et est-ce que l'alcool n'aurait pas aidé, justement, est-ce qu'il n'aurait pas pris une bouteille dans la voiture ou peut-être, hein, il était peut-être en mode vendetta, j'y vais, je prends mon courage à deux mains, une bouteille et c'est parti. Hein. Peut-être que l'impact de la voiture sur l'arbre aurait déclenché le fusil, peut-être que c'est dans la carlingue de la voiture, peut-être qu'ils n'ont pas fait de recherche par rapport à ça. Ouais. Et le truc, c'est que sa fille, elle avait 12 ans à l'époque, donc on n'a pas vraiment eu de témoignage de sa part sur le fait que est-ce qu'il buvait à ce moment-là, est-ce que dans quel état il était. Elle a juste dit qu'il était énervé, quoi. Ce qui est déjà quand même assez pas suspicieux, mais on va dire que ça peut quand même prouver, ça peut quand même accentuer la théorie selon laquelle il était vraiment tellement énervé qu'il a foncé, qu'il a quitté la route, et qu'il a quitté la route, voilà quoi. Après la mort de Ron, les pancartes et les lettres ont continué. Certaines d'entre elles contenaient des accusations assez importantes. Par exemple, certaines indiquaient que le shérif et le médecin légiste de la ville avaient été corrompus en fait. Qu'un autre habitant de la ville, un certain Ray Carroll, il abusait sexuellement des mineurs. D'ailleurs, cette dernière accusation était vraie. 10 ans plus tard, il a été inculpé pour des agressions sexuelles. On peut se poser du coup la question, est-ce que la liaison était avérée en fait entre Mary et Missy? Eh bien, sache que Mary, elle a finalement avoué avoir une liaison avec Gordon Macy. Par contre, elle a indiqué qu'elle avait commencé seulement après la mort de son mari. On ne sait pas si ce qu'elle dit est vrai, mais elle, en fait, en disant ça, elle espérait que son honnêteté mette fin au harcèlement qu'elle vivait. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Bah non, parce que justement, c'est encore plus bizarre, quoi. Ouais. C'est que forcément, il devait forcément y avoir un petit quelque chose avant. Alors peut-être que c'était pas de la tromperie, peut-être que c'était juste des rencontres, des discussions un petit peu plus poussées. Mais pour en arriver là, après la mort de son mari, oui, c'est peut-être que avant elle avait des sentiments pour cette personne-là, c'est clair. Ouais, mais ouais, carrément. Mais j'espère pour eux que c'est pas le fait que le mari soit mort à cause de ça qui fait que ça les a rapprochés. Parce que là, c'est un peu glauque. Ouais, c'est un petit peu glauque, j'avoue. On passe au 7 février 1983, donc on est quand même quelques années plus tard. Lors de sa tournée du matin en bus, Mary est tombée nez à nez avec une pancarte détaillant la présumée liaison entre Messi et Tracy. Donc Tracy, hein, c'est la fille. Hein. Elle a arrêté net le bus pour aller enlever la pancarte. Mais pendant qu'elle s'affairait à la tâche, elle a remarqué un fil qui reliait la pancarte à une boîte à proximité. Elle a ouvert la boîte et a remarqué une arme à feu maintenue en place par des blocs de polystyrène. Le fil était relié à la détente. Ce qui veut dire que si Mary avait retiré la pancarte, ça aurait tiré sur le fil et ouais, boum, ça aurait enclenché l'arme à feu et ça l'aurait tué. Elle a donc remis le piège aux autorités qui ont analysé l'arme. La personne à qui elle appartenait avait essayé d'effacer son numéro de série, mais les enquêteurs ont réussi à le lire, parce que c'était pas du bon travail, quoi, et ont pu remonter jusqu'à un homme appelé Weasley. Et il travaillait à une brasserie à Columbus. Mais Weasley leur a indiqué qu'il avait vendu l'arme à son superviseur et ne l'avait pas en sa possession depuis un certain temps. Et là, tu vas me demander, mais qui est son superviseur ? Ah, c'est justement ça. Tu veux que je le fasse ? Ah oui, s'il te plaît. Ah, bon. Mais attends, une question me vient soudain. Qui Oui. est son superviseur ? Eh bien, attention, hein, t'es pas prêt. C'est nul autre que Paul Freshour, le beau-frère. Le beau-frère. Ah ouais. Le beau-frère qui aime bien discuter devant les médias. Donc, Paul, il a clamé son innocence dès le départ et il a décidé de coopérer avec les enquêteurs. Il a déclaré que le pistolet lui avait été volé chez lui quelques semaines plus tôt et qu'il pensait qu'on cherchait à le piéger. La police était sceptique, alors elle lui a fait passer un test polygraphique pour comparer avec les lettres. Les agents ont montré à Ron quelques-unes des lettres de Circleville et lui ont demandé de faire de son mieux pour reproduire les lettres, mais avec sa propre écriture. Suite à ce test, le bureau du shérif a déterminé que son écriture correspondait parfaitement à celle de l'auteur des lettres de Circleville et a rapidement été arrêté. Moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec ces tests-là. J'ai l'impression que tu peux quand même un peu faire ce que tu veux, quoi. Je crois que ça se joue vraiment à un petit pixel sur la feuille. Il me semble qu'il faut vraiment se rapprocher à la loupe. Et tu as plein de trucs qui rentrent en compte, comme par exemple le grain de la page ou un truc comme ça. Et quand t'écris, tu auras toujours le même grain, en fait. Tu auras toujours les mêmes aspérités sur la feuille. Donc moi, j'y crois un petit peu. Ouais. C'est vrai que c'est comme nos empreintes digitales. On a une façon d'écrire qui nous appartient, je pense. Hein, mais Oui, non, mais clairement. Chose importante à signaler entre-temps, Paul et sa femme, Karen, ont divorcé. Karen avait tout perdu dans le divorce. Elle avait perdu la garde des enfants, leur maison, leurs économies. Et Karen, elle vivait dans une caravane sur la propriété de Mary. Lors du procès de Paul, donc son ex-mari, elle a été appelée à la barre pour témoigner et elle a affirmé avoir trouvé des dizaines de lettres à l'intérieur de leur maison alors qu'ils vivaient encore ensemble. Mais lorsqu'on lui a demandé de fournir les lettres, elle a déclaré les avoir toutes jetées. Indice quand même, je sais pas, même si tu connais pas trop des trucs un peu sur les lois, tout ça, tu jettes pas une preuve comme ça, quoi. Son incarcération lui permet de tout récupérer. Hein. Si Paul était en prison et était jugé coupable, lui, elle a récupéré tout. Donc, est-ce qu'on peut vraiment se fier à ça aussi ? Donc, elle avait plutôt... elle avait complètement intérêt... à garder les... À garder les lettres, ouais. Donc, elle l'a peut-être fait innocemment. Peut-être que dans le tumulte de cette révélation, peut-être qu'elle a pété un câble elle aussi. Peut-être qu'elle les a vus, qu'elle s'est dit c'est un monstre, puis elle a tout balancé. Ouais. Cette donnée-là, c'est vrai qu'elle est assez importante. Ouais. La stratégie de la défense, c'était d'écarter les lettres. Pour elle, il n'y avait pas de lien entre les lettres
et le piège de la pancarte, mais ça n'a pas fonctionné, d'autant plus qu'un expert en écriture manuscrite a déclaré qu'il était possible que Paul Freischauer ait bien écrit les lettres, en se basant sur l'écriture en elle-même, et aussi en se basant sur la cadence du message. Donc c'est un peu ce que tu disais, tu vois, t'as vraiment plein de choses à vérifier quand Ah oui, bien sûr. quand tu fais ces tests-là. Mhm. Et il y a même un deuxième expert qui, à l'origine, avait été appelé par la défense. Il a finalement soutenu cette conclusion. Par contre, il y a un détail que le jury n'a jamais entendu, c'est qu'un autre conducteur de bus avait aperçu un homme grand, aux cheveux blonds, près de la pancarte, environ 20 minutes avant l'arrivée de Mary. Il conduisait une Chevrolet El Camino jaune, et le truc, c'est que Paul ne correspondait pas à cette description. Il avait les cheveux bruns et courts, et en plus de ça, il possédait pas ce type de voiture. Il n'y a aucun effort qui a été fait pour retrouver le véhicule ou découvrir l'identité de cet homme. Et d'ailleurs, Karen, donc l'ex-femme, elle fréquentait un homme qui correspondait à cette description à l'époque. Par contre, il ne possédait pas cette voiture non plus. Donc finalement, Paul Freischauer a été reconnu coupable de tentative de meurtre et a été condamné à une peine de prison comprise entre 7 et 25 ans. Le truc, c'est que malgré le fait que l'opinion publique était plutôt satisfaite en pensant avoir été la bonne personne, la satisfaction elle a été de courte durée parce qu'il y a des nouvelles lettres anonymes qui ont commencé à arriver de nouveau dans les foyers de Circleville et dans tout le centre de l'Ohio. Ce sont des centaines de lettres qui ont été reçues alors que Paul Freischauer était derrière les barreaux. En prison. Ouais. Le directeur de la prison a essayé de placer Paul en isolement pour voir si ça mettait fin aux envois, mais ça fait aucune différence. Il a été fouillé, tout son courrier entrant et sortant a été inspecté, mais rien de suspect n'a été trouvé. Selon les responsables de la prison, Paul n'avait pas la possibilité d'envoyer toutes ses lettres depuis la prison. Et en plus de ça, Paul lui-même a commencé à recevoir des lettres. Le shérif du comté croyait toujours que Paul était d'une manière ou d'une autre responsable des lettres, mais de plus en plus de gens ont commencé à se demander si Paul était réellement coupable, ou alors s'il était coupable, peut-être qu'il avait un complice, ou peut-être qu'on avait affaire à un imitateur. Un copycat. Ouais. C'est ce que je pensais. Ouais. Et donc, toutes ces questions n'ont jamais vraiment eu de réponse, mais on va pouvoir quand même théoriser, on va pouvoir parler des théories ensemble sur cette affaire. Il y a Striker qui dit « Je pense que l'auteur n'était pas tout seul, je pense qu'il avait des complices, c'est pour ça qu'il avait autant d'infos sur tout le monde. » Ouais, peut-être qu'il travaillait à la poste, qu'il récupérait, il lisait des trucs qu'il ne devait pas lire, et peut-être qu'il avait aussi des infos. Mais dans ce cas, pourquoi avoir reçu des lettres lui aussi en prison ? Parce que c'était pas des lettres sympathiques, apparemment. Si c'est, peut-être pour aussi prouver son innocence. C'est-à-dire que son potentiel complice essaierait de l'innocenter pour qu'il puisse ressortir plus tôt ? Bah, ça pourrait être ça. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Bah non, parce que... mais après, il faudrait vraiment que ce soit quelqu'un qui soit hyper proche. C'est-à-dire qu'en fait, ils auraient établi une espèce de répertoire avec tout ce qu'ils ont à dire. Ouais. Parce que c'est vrai que... Oui, il n'y avait pas trop de communication. Ouais, il n'y avait pas trop de communication avec l'extérieur. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui est resté à écouter un petit peu l'oreille un peu qui se baladait partout ? Ouais. Et puis chacun leur tour pour faire voir que c'est pas là une seule et même personne. Enfin, pour faire croire que c'était... Parce que je pense qu'à cette époque-là, il y avait aussi beaucoup de gens qui allaient se confesser. C'est vrai. Et peut-être qu'à Confesse, on peut retrouver des gens qui vont balancer des trucs. Ça peut donner un peu plus de grain à moudre, j'ai envie de dire. Bah, je te propose qu'on passe tous les suspects. On va les faire un par un. Il y a d'abord, bien sûr, Paul Freischauer, qui a quand même été inculpé pour ça, suspect numéro 1. Tout indique, dactylographiquement parlant, il est suspect. Et puis, après, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi être aussi proche de sa sœur, en fait. C'est sa sœur. Parce qu'en même temps, il a quand même... Donc, du coup, il aurait menacé sa nièce. Ouais. C'est ça qui est un peu étrange dans le truc. Est-ce qu'il aurait mis à exécution le fait de la tuer ? Ou est-ce que c'était vraiment pour défendre sa sœur, si on est de ce côté-là, et qu'il voulait absolument que le mari de sa sœur dégage ? Peut-être qu'il voulait pas le tuer du tout et lui faire juste peur pour qu'il laisse sa sœur tranquille. Ben, en fait, c'était au départ, selon sa femme, donc selon Karen,
C'était plutôt l'inverse, en fait. Il en voulait à Mary au départ d'avoir trompé Ron. Il l'avait même blâmé pour sa mort. Mm. Et du coup, c'est ce qui l'aurait motivé à passer à l'étape suivante et mettre des pancartes. Et, Ouais, c'est ce qui est quand même bizarre. ouais, et même à tenter de la tuer. Ça, c'était le discours de Karen. Le truc, c'est que si Paul savait que la seule chose qui pouvait le relier au meurtre était le numéro de série de l'arme du crime, bah pourquoi il l'a mal effacé, quoi? Mm. Et pourquoi il aurait utilisé son propre pistolet en premier lieu? Ouais, les armes à feu, c'est pas ce qui manque, déjà d'une. Bah, surtout aux États-Unis, quoi. Et sachant qu'il avait tout ce processus d'écriture et que jusqu'à un certain point, il n'a pas été grillé avant, pourquoi est-ce il n'a pas prévu ces choses-là, quoi? Mm. Puisque apparemment, bah, si personne ne l'a vu poser les affiches Ouais. et si personne s'il n'y avait pas de traces ou quoi que ce soit sur les enveloppes, comment est-ce qu'il peut se dire, bah tiens, je vais mettre mon flingue alors qu'il a été quand même précautionneux sur un bon bout de temps, quoi. Et ce qui nous amène à la deuxième théorie. Le deuxième suspect, ou suspecte, Karen Freischauer. Karen, c'était celle, comme je te l'avais dit, qui avait le plus à gagner de l'incarcération de Paul. Avec lui en prison, tout ce qu'elle avait perdu dans le divorce lui revenait à nouveau, leur maison, Elle le leurs récupère, enfants, c'est ça. leur La argent. maison, tout ça. Ouais. Ouais. On a appris plus tard que Paul pensait que leur fils Marc aurait aidé Karen à le piéger en lui volant son arme. Mais il n'en a jamais parlé aux autorités pour pas lui causer de problème. Marc ne lui a d'ailleurs jamais rendu visite en prison et s'est suicidé en 2002. Donc le fils de Karen et de Paul. Exactement. Qui aurait aidé D'accord. la mère en fait à piéger le père. Et pour corroborer cette théorie, l'auteur des lettres s'est vanté lui-même, dans une des lettres, de l'avoir piégé. D'accord. Donc est-ce que Paul ne se serait pas fait prendre à son propre jeu par sa femme? Est-ce que c'était vraiment quelqu'un de bien? Ouais, peut-être que... ouais, c'est peut-être un peu ça, tu vois, il y a peut-être un peu des deux. Hein. C'est peut-être Paul qui a commencé, Karen qui a décidé de le piéger pour qu'il aille en prison. Elle l'a grillé. Ouais. Elle l'a grillé. Peut-être que c'était quelqu'un qui peut-être battait sa femme ou était pas très correct. Et que pour se venger du fait qu'il l'ait un peu jeté, j'ai envie de dire. Mm. Peut-être que pour se venger, elle a fait un pacte avec son fils pour récupérer l'arme et faire une espèce de petit... Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, il y avait que des paroles, en fait. C'était que des menaces. Ouais. Il n'y avait rien de... Là, c'était une installation, quand même. Hein. Ouais, et ça avait quand même duré quelques années avec juste des paroles. Et malgré les menaces, ça semblait pas non plus escalader l'étape d'au-dessus, quoi. C'était plus psychologique et de passer à une installation un peu létale, en fait. Ouais, là, on peut dire... tout le système du flingue avec le fil, là, c'était peut-être pas lui, en fait. Ça aurait peut-être pu être Karen, cette étape-là, quoi. Oui, parce que c'est ça, voilà. Parce que ça correspond pas, en fait, au modus operandi de tout ce qu'il y a au début. C'est-à-dire poser des affiches, envoyer des lettres. Ouais. Surtout que pendant qu'il était en prison, du coup, les lettres, il y a des lettres qui ont continué, et certaines d'entre elles étaient empoisonnées. Et lui, il l'avait jamais fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas forcément... Parce que je pense qu'un copycat, il aurait fait au mot près, au truc près, quoi, en fait. Et là, on passe sur quand même des choses un peu plus hard. C'est ça. Donc moi, ça me plaît plutôt bien, ce mix un peu entre les deux théories. Oui, parce qu'on se dit c'est juste des lettres, peut-être qu'il va être lâché très rapidement, parce que bon, on va pas prendre tout ça au sérieux. Et elle en rajoute peut-être avec son fils, pour, comme tu as dit, qu'il reste en prison, et qu'elle puisse tout récupérer avec son fils, et qu'elle puisse vivre avec son fils tranquillement, c'est ça. À l'abri de tout, et de laisser le mari, qui, encore une fois, peut-être pouvait être potentiellement dangereux ou méchant pour eux deux, quoi. Troisième suspect, David Longberry, celui de Paul et Karen avaient parlé, à qui ils avaient envoyé justement la lettre pour lui dire d'arrêter. Donc c'est le collègue de Mary dont je vous avais parlé au tout début. Donc rappelez-vous, David avait fait des avances à Mary qui les avait rejetées en bloc. Longberry a finalement quitté Circleville pour éviter des poursuites après avoir été pris en flagrant délit d'agression sexuelle sur une jeune fille en 1999. Il s'est suicidé peu de temps après. Donc il n'était pas tout blanc lui non plus. Voilà, donc il avait des pulsions déjà de base. Ouais. Donc ouais. Après rien n'indique, tu vois, que c'est lui, tu vois, vis-à-vis de ça. Mais en tout cas, ouais, effectivement, il avait des poursuites pour ça, quoi, pour autre chose. Autre théorie, personne mystère. Si ça se trouve, c'est une personne complètement mystérieuse dont on ne connaît pas l'identité.
Ou alors peut-être qu'il y avait plusieurs personnes qui travaillent ensemble, plusieurs auteurs. Peut-être que quelqu'un a pris la relève une fois que Paul était en prison. Oui, mais alors, dans ce cas, pourquoi s'acharner vraiment sur ces personnes-là, quoi? Alors, c'était pas que sur ces personnes. Hein. Oui, mais Ouais. le principal, le noyau en fait de cette Ouais. enquête, ça a été sur cette famille-là. Ouais, c'est ça. Pourquoi est-ce que les autres lettres n'ont pas fait autant de dégâts, en fait? Mm. Ouais, tu sens qu'il y a quand même un noyau dur. C'est ça. Et est-ce que les autres lettres n'auraient pas été faites pour justement noyer un peu tout ça là-dedans? Et c'est une histoire de famille, mais on va mélanger d'autres affaires, d'autres mœurs, d'autres cas, en fait, pour cacher un petit peu le fait que je me concentre sur ces personnes-là, quoi. C'est de noyer un petit peu les indices dans la masse d'informations pour ne pas faire attention à la véritable, au véritable dessin, en fait. C'est ça. Et il y a aussi, je trouve, un élément sur lequel on est passé assez vite, mais c'est le fait que les lettres étaient postées sans timbre. Ce qui suggère que l'auteur avait quand même un accès facile d'une manière ou d'une autre à la distribution poste, et à la distribution du courrier. C'est-à-dire que le facteur devait peut-être être de mèche. Ouais, je sais. Ouais, j'imagine que ça fonctionne comme en France. Tu timbres ta lettre et tu l'amènes à la poste et puis voilà quoi. Voilà. Théoriquement, c'est si tu mets pas de timbre, ou soit on renvoie à l'adresse de l'expéditeur, ou alors on demande à la personne à qui c'est destiné en fait, il y a un tampon, c'est payer. Il faut payer. Si vous voulez la lettre, il faut payer le timbre. Je crois que c'est ça. Hein, je vais pas me tromper, mais. Ok. Il me semble que tu peux quand même recevoir une lettre qui n'est pas timbrée. Ok. En France aussi? Je crois que c'est en France. Je te parle de la France. Ah, tu parles de la France. Ok. Mais il me semble que c'est ça. Et après, c'est la personne à qui est destinée la lettre qui peut la recevoir en disant, bah voilà, vous avez un supplément de temps. Mais sinon, oui, je pense qu'elle est renvoyée à son expéditeur. Mais en même temps, s'il n'y a pas d'expéditeur, parce que le mec va pas mettre son adresse sur la feuille, C'est ça, il n'y a pas d'expéditeur. Donc là, moi, je dirais plus, c'est quelqu'un qui les a déposés. Ou c'est. Parce que je sais qu'aux États-Unis, il y a pas mal de boîtes postales qui sont un petit peu indépendantes, là. On les retrouve dans des boutiques, dans des supermarchés, tout ça. Oui. Est-ce que ça serait pas. On demanderait pas à quelqu'un de la poste d'aller récupérer, donc, dans la boîte numéro 34, des lettres qui ont été déposées pour les distribuer Ouais, mais on serait quand même facilement remonté à quelqu'un à la poste. C'est bizarre. Bah, pas si la boîte elle est anonyme. Ouais. Mais normalement, je crois que c'est anonyme. Hein, on n'a pas à savoir. C'est un peu comme si tu mettais un coffre à la banque. Tu sais, t'as ta clé. Ouais, tu achètes un coffre, t'as une clé, tu te débrouilles, après t'en fais ce que tu veux, quoi. Il y a Striker qui dit: est-ce que l'administration de la ville a été interrogée à propos du numéro de matricule? Oui, il y a eu une enquête, du bureau du shérif, et du coup ils ont bien interrogé, mais après, on n'a pas plus d'infos à ce niveau-là. Le numéro de matricule, il était connu par peu de monde finalement. Hein. Il était connu vraiment par ceux qui travaillaient dans le service public, hein, l'école, la mairie, et c'est à peu près tout. Hein. Et puis en plus, dans la plupart des cas qui avaient lieu à cette époque-là, donc entre 60 et 80, les années 60 et les années 80, il y a énormément d'affaires, que ce soit des tueurs en série ou quoi que ce soit, où à un moment on va dire bah non, c'est lui, et on va pas aller chercher plus loin. Ah ouais. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'affaires qui n'ont pas été ou résolues ou finalisées, ou on a poussé un peu plus et qu'on est passé à côté de plein de choses, dont Jeffrey Dahmer. Hein. Non, mais c'est vrai que des fois, t'as l'impression qu'ils étaient tellement sûrs de leur suspect que c'est ça, ouais. Limite ils occultaient certains trucs pour qui allaient pas dans leur sens. Bah, c'est une petite ville, de ce que tu dis. C'était une petite ville et on s'est dit bon, on a d'autres trucs à faire, où la moitié a pas envie de bosser, où il faut juste aller récupérer un chat sur un arbre. Donc là, l'affaire, c'est lui qui l'a fait. Allez hop, on va dire que c'est lui qui l'a fait. Bah c'est ça. Et puis on va pas chercher plus loin. Mais maintenant, oui, c'est un peu plus poussé parce que je pense que l'administration est plus pointilleuse sur le fait de résoudre des affaires. C'est un peu comme les cold cases où on mène une affaire, l'affaire va être, on va avoir un élément, on va terminer l'affaire et on la reprend plus tard si vraiment on a d'autres éléments qui arrivent. Donc peut-être que c'était ça, peut-être qu'ils se sont dit, on verra plus tard si on arrive à trouver autre chose. D'ailleurs, il y a beaucoup de cold cases en ce moment qui sont résolus grâce à l'ADN. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis en plus, c'est triste à dire, mais il y avait pas vraiment de meurtre en fait. On peut pas vraiment dire qu'il y a eu un meurtre puisque ça a été déclaré comme un accident de voiture.
Donc il y avait pas, puisqu'il était ivre, puisque ceci, puisque cela, Bah oui. il n'y avait pas matière à faire une enquête. Ouais. Ouais, c'était bien trop simple. En fait, la théorie de l'accident était bien trop simple. Et Striker qui dit, et si c'était le surintendant, et s'il était dans le coup, ce serait tordu. Bah, le surintendant, c'était celui qui avait la liaison avec Mary. Je pense pas qu'il se serait mis dans la sauce comme ça. Il avait surtout rien que lui, le but, il avait rien à y gagner, hein. cette personne-là, c'est quand même de récupérer la femme, Ouais. Et que ça, puisqu'ils avaient, Ouais. puisqu'ils avaient une relation. ouais. Donc C'était pas de menacer. je pense pas qu'il l'aurait mis dans justement, l'embarras. Enfin, je vois pas trop l'intérêt en fait du surintendant. Ça aurait été la mettre dans l'embarras et lui ne pas avoir la relation qu'il a avec elle. C'est ça. En tout cas, l'affaire, elle a été officiellement fermée quand Paul a été arrêté. Elle a jamais été rouverte. Et Paul, il est sorti de prison en 1994. La même année, l'émission Unsolved Mystery a couvert l'affaire. Avant même que la production ne commence, le studio a reçu une lettre anonyme les avertissant de ne pas faire cet épisode. Voici le contenu de la lettre. Oubliez Circleville. Ne faites rien pour nuire au shérif Radcliffe. Si vous venez en Ohio, vous, les malades, paierez. Signé l'auteur de Circleville. En 1994, il envoyait encore des lettres. De deux choses l'une, c'est ou un gros coup de com', et là, c'est s'il y a un documentaire dessus, oui, tout, ça peut être top. un coup de com', Pour Netflix, c'est balèze. Ouais. Voilà. Ou alors vraiment, c'est un gars, un fan, comme il y a avec tous les gars qui sont en prison, on sait qu'ils reçoivent beaucoup de lettres d'admirateurs, entre guillemets, de ce qu'ils ont pu faire. Et peut-être c'est quelqu'un qui l'admire justement et qui a voulu reproduire un petit peu son truc ou le faire remonter un petit peu sur le devant de la scène. C'est pas une très bonne pub pour lui, mais bon. Ouais. Ou alors un gros coup de com'. Ouais, ouais ça peut être un coup de com' en vrai, hein, pour Unsolved Mysteries, et puis ça leur fait de la pub. Après, je sais pas. C'est ça. Et puis je pense je sais pas. que c'est quoi? C'est Circleton? Circleville. Circleville. Je pense qu'ils ont pas besoin de ça, quoi. Mais non, ils ont la fête de la citrouille. Ouais. Ouais, ils ont ça. Et puis venez nous visiter. Nous sommes le berceau des histoires glauques. Je suis pas sûr que c'est ce qu'ils ont envie. Non. De la façon dont ils ont envie qu'on parle d'eux, quoi. Bah, c'est clair que t'as pas envie de t'y installer si t'es susceptible de recevoir des lettres anonymes rien qu'en habitant là-bas, quoi. Et surtout si la fête de la citrouille bat son plein chaque année, quoi. En tout cas, suite à la libération de Paul et à la diffusion de l'épisode d'Unsolved Mysteries, les lettres qui avaient tourmenté les résidents de Circleville pendant des décennies ont cessé aussi soudainement qu'elles avaient commencé. Paul Freshour est décédé d'une crise cardiaque en 2012. Ces dernières années, les lettres ont été examinées par 2 experts, l'un étant certain que Paul était l'auteur, tandis que l'autre pensait l'inverse. Du coup, ça nous avance pas vraiment. Bah ouais, c'est ça. Et on reste avec la question suivante. Est-ce que c'est bien la bonne personne qui était derrière les barreaux ? Et voilà. Moi, je pense quand même qu'on avait une bonne théorie. Tu sais, le mix un peu des deux, de Paul et Karen, là. Karen qui a pris la relève. Ça me paraissait pas mal. En fait, ce qu'il faut, c'est essayer d'en apprendre un peu plus, justement, sur le côté père de famille et vie privée avec sa femme. C'est peut-être ça qui pourrait donner plus d'informations, en fait, sur est-ce que sa femme, elle n'a pas eu marre, comme j'ai dit, et puis qu'elle a pété un câble et qu'elle a tout fait pour que son mari soit arrêté. Ouais, j'aimerais bien connaître la cause du divorce et surtout pourquoi c'était Paul qui avait gagné le procès. Pourquoi c'était lui qui récupérait tout ? Est-ce que Karen avait fait quelque chose, tu vois ? Oui, surtout qu'aux États-Unis, tu peux porter plainte pour un ou pour un non, et puis tu peux gagner très facilement. Ouais. Tu vois, donc elle aurait pu dire, ouais, il m'a frappé, je suis une femme sans défense, et leur enfant aurait corroboré en fait toutes les affirmations. Ça aurait été très rapide, je pense. Ils auraient plutôt écouté une femme et un enfant, et puis le mari. Mais c'est peut-être qu'il y avait quelque chose d'autre dans l'histoire. Est-ce que c'était une affaire d'argent, une affaire d'héritage, une affaire peut-être c'était une affaire de contrat signé pendant le mariage qui fait que elle aurait tout perdu, qu'il l'a manipulé. On ne peut pas savoir. Bon, on ne saura pas, je pense. Hein. Ah bah maintenant, oui, maintenant. Mais aussi, ce qui est bizarre, c'est que pendant toute son incarcération, il n'a pas eu il n'a pas essayé d'expliquer son geste ou quoi que ce soit.
C'est-à-dire qu'il a juste fait ses années de prison sans essayer de C'est- sortir ou de se racheter ou... Non, j'ai pas trop. Et c'est ça d'ailleurs qui est un petit peu bizarre, c'est que tu vois, il était. On a facilement des citations de lui avant, tu vois, Mhm. avant qu'il soit impliqué dans le truc, mais après, j'en ai trouvé aucune. Je pense qu'il s'est un Mhm. petit peu rangé, tu vois, il est sorti de prison, on n'a plus entendu jamais parler de lui. Oui, c'est ça qui est bizarre, parce que souvent, quand on sort, on essaie de justifier ce qui s'est passé, ou on essaie de se battre, ou alors même pendant la prison, vu Mhm. que c'était quelqu'un qui a dû être médiatisé, il aurait peut-être essayé de chercher parce que ça se faisait aussi beaucoup, de chercher quelqu'un qui vient l'interviewer en prison, pour savoir ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, est-ce Ou que c'est même, lui, ou même d'en faire un livre, tu vois. ou un bouquin, ouais. Parce que C'était hyper courant à l'époque. Ouais. c'est ça. Parce qu'il était quand même sur un mystère. Il y avait quand même une sacrée attention médiatique dessus à l'époque. Mhm. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Mhm. Il a même pas cherché, lui, à se déculpabiliser ou à dire elle a essayé de me faire ça, ou un tel était avec moi, ou non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ou même le fait de recevoir lui-même des lettres, il a pas dit ah ben non, mais ça c'est un copieur ou quoi que ce soit. Il a rien dit en fait. Ouais. Il recevait juste ses lettres, il a pas été étonné ou quoi que ce soit. Ouais, moi je pense que tu vois, il a passé 25 ans en prison et il s'est dit. Non, 15 ans plutôt. Mhm. 15 ans, c'était dans les débuts 80 qu'il était en Ouais, donc prison. il a pas fait les 27. Ouais. Ouais. Et peut-être qu'à la fin, il voulait se repentir ou il voulait plus en entendre parler, il voulait passer Oui, il à y a autre peut-être de chose. ça aussi. Ouais. Donc voilà, moi je crois que j'ai fini avec cette affaire. C'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, on repart de zéro à la fin, quoi. C'est qu'on trouve, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Il y a Ouais. l'énigme, Mm. il y a la résolution, malheureusement, il y a un pseudo-crime. Mm. On arrête quelqu'un et puis finalement, tout est remis en question à cause des lettres où il y a deux spécialistes qui se sont un peu disputés. T'as dit que c'était en quelle année? C'était 2012? Ouais. Ah non, il est décédé d'une crise cardiaque en 2012 Ah oui, et 2012. Ouais. c'est encore après D'accord. les Ouais, donc expertises. on avait déjà à l'époque quelque chose de très précis sur sur tout ça quand même. Je veux dire, il y a les machines qu'il faut pour détecter si c'était pas. Mais après, voilà, je pense que on utilise les mêmes machines. Comment est-ce que deux professionnels peuvent dire moi je suis d'accord, moi je suis pas d'accord. Quoi. Bah, c'est ça. Et c'est pareil, il y a eu plein de prises de parole d'experts sur cette affaire. Il y en a qui disaient moi, si j'avais été jury, je l'aurais jamais mis derrière les barreaux parce que au moindre doute, tu vois, on peut pas se permettre voilà, de mettre Présomption un innocent, d'innocence, ouais. un innocent derrière les barreaux. Tandis qu'il y avait un autre, un autre expert quelques années plus tard qui a dit moi je mettrais ma main à couper que c'était lui. Enfin tu vois, tout le monde se contradisait. Et moi je voudrais savoir juste une chose. Est-ce que sur une des lettres il y avait marqué Croatoan? je les ai pas toutes lues, donc je pense que le mystère restera entier. Et bien c'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et merci à toi Dan d'avoir répondu présent. Merci pour l'invitation et puis c'est toujours un vrai plaisir de venir discuter affaires criminelles et légendes et petites histoires un petit peu frôlant et frisant le paranormal. Et en parlant de légende, il paraît que tu aurais lancé un nouveau podcast. Mais qu'il est fort, mais qu'il est magnifique. Regardez-moi, c'est un seigneur. Moi, j'aimerais bien que tu en parles un petit peu. Eh bien, donc depuis à présent 4 semaines, nous avons donc la saga de l'été qui s'appelle HVP, la légende oubliée, que j'ai eu la joie et le plaisir de faire il y a de ça maintenant un petit bout de temps. Donc maintenant ça passe, c'est un épisode tous les dimanches. Ouais. Et ça parle donc d'un sujet true crime, vrai crime comme j'aime à le dire, sur une affaire irrésolue encore pour l'instant. Pour l'instant, oui. Vous n'êtes pas au bout de vos peines, il reste encore 2 épisodes qui vont pas tarder d'arriver. Au moment où sera diffusé d'ailleurs l'épisode du rendez-vous, la saga sera terminée. Oh. Et du coup, vous pourrez l'écouter en entier. Et donc, je mettrai le lien dans la description. Peut-être qu'il y aura un petit épisode bonus qui viendra plus tard. Oui, c'est ça, voilà. Il y aura, disons qu'on va pas vous laisser orphelin de cet univers qui est foisonnant. Donc il y a plusieurs petites idées derrière. Mais d'abord, faut écouter tous les épisodes. Oui, c'est ça. Voilà. Là, pour l'instant, d'abord l'enquête. On peut pas en parler plus longtemps, beaucoup plus.
Mais en tout cas, moi je suis très content d'écouter ça. Je trouve ça rafraîchissant, quoi. Bah, merci beaucoup. Pourquoi ne pas faire tous les ans sur les antipodes la saga de l'été, ouais. Ouais, c'est une bonne idée. On va pas tout vous dire là, parce que bon, il y aura des explications après, vous inquiétez pas. Mais ouais, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une petite discussion qui s'est faite et le projet est parti d'une petite discussion. Mais tout ça sera bien sûr expliqué. C'est qu'on peut pas trop en parler parce que après ça, voilà, tant que les derniers épisodes sont pas passés. Mais voilà, ouais, c'était toute une en respectant justement, et ça tombe bien qu'on en parle ici ce soir parce que c'était vraiment dans le côté true crime, donc avec toutes les phrases, les mots, les chocs, les accroches. Ah oui, t'es vraiment rentré dans le ça. personnage de l'enquêteur, à sensation un petit peu quand même. Comme on voit quand sur Netflix par exemple, quand on rabâche à chaque fois les trucs. Petit cliffhanger à la fin. C'est ça, ouais. Ah bah ça c'était le plus compliqué à faire. Ah mais sur Discord, on en a certains qui étaient fous, quoi. Ah bah l'épisode 4 du coup, le cliffhanger était... Ouais, je l'ai beaucoup aimé celui-là. Et c'est pas fini, je peux vous dire, voilà, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, c'est pas encore fini. Les 2 derniers épisodes seront Tony Truant, comme j'aime le dire. Mais voilà, c'était rigolo de prendre un ton true crime et de le manipuler un peu. Voilà. Mais là, je sens que t'es entré dans une nouvelle phase dans tes créations podcastiques. Ouais, là. exactement, ouais. C'est ça. Tu vas peut-être un petit peu t'éloigner de Creepy Story, non, pour faire d'autres choses. En fait, j'ai quand même fait pas mal de tour de tout le thème de l'horreur. Est-ce que j'ai envie forcément d'en parler encore longtemps? Je suis pas sûr. Mais j'ai encore quelques histoires, hein. Donc là, les épisodes vont arriver. Je me laisse un tout petit peu de temps parce que j'ai besoin de prendre un tout petit peu de vacances et une petite pause. Mais ça va revenir très très vite. J'ai encore quelques histoires, donc ça va revenir, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que avec le 3 minutes challenge, justement, écoutez le 3 minutes challenge, qui est un podcast tout simplement magnifique. Avec le 3 minutes challenge plus HVP, j'ai découvert une autre façon en fait de créer et qui est peut-être un peu plus, je vais répéter, mais un peu plus créatif en fait que créer des histoires d'horreur, même si on m'a dit que je le faisais bien. Bah, il n'y a pas plus créatif que quand même ce que tu faisais, parce que tu partais d'une feuille blanche. Ah oui, bien sûr, ouais. Mais là, c'est plus dans mon univers, en fait. Un univers un peu de non-sens, de trucs un petit peu comme ça, où on va faire des jeux de mots. Ouais, ça manquait peut-être un peu d'humour ou de what the fuck dans ce que tu faisais. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, je retrouve avec tout ce que je fais à côté. De la légèreté, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Peut-être que c'est ce que j'ai besoin maintenant, ouais. Après avoir vraiment fait le tour. Ah, tu vois, j'ai aussi un peu cette réflexion de mon côté. Je me dis, en fait... avec avant d'aller dormir, avec le rendez-vous de l'étrange et tout, mais en fait on est à faire peur les gens, mais ça pourrait être cool aussi d'aborder des sujets légers de temps en temps. Bah oui, et surtout que c'est en fait autant toi que Indigo, vous passez votre temps à vous marrer en fait. Ouais. Donc c'est ça qui est un peu non-sensique, c'est-à-dire qu'on va dire ils vont raconter des trucs super glauques et puis à la fin on va les entendre à chaque fois rigoler sur des conneries ou même pendant les enregistrements, quoi. Ouais. Et c'est toujours très rigolo, donc c'est ça, c'est vrai, je pense qu'on est plus axé sur le fait de faire les vannes, et puis mais on aura toujours cette passion de l'horreur, ça c'est clair et net. Ah bah oui. Bien sûr. Bon bah c'est top. Du coup on a un petit peu parlé du label Les Antipodes, on a parlé du 3 minutes challenge. Ah oui, super. Voilà, donc c'est un podcast qu'on fait justement tous les deux avec Clégo, et donc une fois par mois on propose en début de mois en fait un thème. Là, ce mois-ci, c'était... Mais tu fais chier avec ton harmonica, je crois. Tout à fait. Et donc, voilà, on a généralement une dizaine, une quinzaine de participants qui viennent chaque mois pour proposer une création sonore de 3 minutes maximum. Et du coup, ça fait du bien aussi, un petit podcast comme ça. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment, venez écouter. C'est pas pour la pub ou quoi que ce soit, c'est qu'on a eu des participations qui vraiment nous ont foutu la chair de poule. Ou vraiment des révélations, des gens qui sont un peu lâchés, ça peut être des trucs très très drôles, ça peut être des trucs, des gens qui vraiment ça tient à cœur de le dire, ou c'est vraiment, allez écouter. Pas forcément, voilà, pas pour le 3 minutes challenge, c'est pas grave, mais vraiment pour les petits podcasts qui ont été créés, il y a de tout, c'est génial, vraiment c'est génial. Et c'est vrai qu'on n'a jamais, pour un seul thème, on n'a jamais 2 propositions qui se ressemblent. Donc voilà, il y aura le lien dans la description.
Et sinon, dans les antipodes, on a aussi Avant d'aller dormir, on a aussi C'est Creepy avec Vanille qui est dans le chat actuellement. Donc n'hésitez pas à écouter toutes ces productions du label. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du label. Et donc je pense qu'on est à peu près bon. Et n'hésitez pas à faire quand même un petit tour sur Patreon. C'est à partir de 0€ par mois en cliquant sur le bouton rejoindre la communauté. 0. 0. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, tu as donc des épisodes qui sont à 0€ sur le Patreon. Ouais. Donc vous pouvez commencer à 0 et ensuite avoir des paliers. Ouais, c'est ça. En fait, si tu rejoins la communauté du coup à 0€, donc en cliquant sur le petit bouton, t'as une fois par mois un épisode de Mauvaise Rencontre. C'est pareil, c'est une émission que je fais en live de thread horreur, donc des témoignages Let's Not Meet. Et à partir du moment après où tu veux soutenir, t'as des paliers pour te donner accès à des bonus supplémentaires comme des avant-premières, des coulisses ou encore un épisode de plus du rendez-vous par mois. Et donc voilà, j'en profite tant que je parle de la partie soutien pour remercier Mister Snoop 971 et Babar 0063 qui ont sub pendant l'épisode, pendant l'enregistrement. Merci à vous. Donc voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Merci encore à toi, Dan. Merci de l'invitation et puis encore une fois, une expérience intéressante. Ouais, trop chouettos comme on dit finalement. Voilà. Et donc tout à fait. Ouais, à bientôt tout le monde. On se retrouve le dernier vendredi du mois pour l'épisode privé ou encore le mois prochain pour le prochain épisode public. En attendant, prenez soin de vous. Bisous. Au revoir, à bientôt. Merci.